Bonjour à tous, bienvenue sur Big Manager, toujours avec votre gars Fox, aka your manager's manager. Aujourd'hui, le Big Manager mis en avant, c'est Dimitri Boré. Je ne pouvais pas faire sans lui, hein. Bien entendu, on va parler de sa période avec Stromae, sa période avec Loïc Notet, la dynamique entre artistes, le rôle d'un manager, quelles sont les qualités d'un manager, tout ça. Donc voilà, en tout cas, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner. bigmanager.podcast sur tous les réseaux. Voilà. Bon, Dimitri. Hola, signore. Comment vas-tu? Comment va le grand boss? Bienvenue, Monsieur Big no Manager. Ah, no flop, n'est-ce pas? Ouais. Comment vas-tu? Je vais très très bien. Bien. Déjà, présente-toi un peu pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ouf. Hein? Je suis un entrepreneur belge. Ça fait 17 ans que je suis dans le milieu du divertissement. Ouais. Je connecte, j'essaye de connecter, je transforme des talents bruts Ouais. en icônes. Ok. Donc j'en ai un qui a pas mal marché, même plusieurs en fait. Ouais, ça va en fait. Hein. Et voilà, je suis un peu un espèce de bâtisseur. Est-ce que tu te définirais comme un Big Manager? Je pense, ouais. Ouais. Je suis un peu la définition. C'est ça ta définition. Tu représentes Je pense, ouais. l'illustration de Big Manager. Dans la pure définition, ouais. Et à quel moment tu te dis, en fait, je vais devenir manager, je vais me lancer dans le management? C'était en 2007. Ouais. Je suis chasseur de tête en IT. Ok, donc rien à voir. Ouais. J'ai 20 pieds, j'excelle parce que j'ai toujours fait Tu sais vendre, des records de Hein tout ce que je faisais. n'est-ce pas? Je gagnais quand même bien ma vie. Et j'avais un pote à moi qui s'appelait Paul. Mhm. Et bon, j'ai été un peu influencé par un mec qui est un peu dans une sauce. Ok. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Tu vois, or que ça a été un des modèles à l'époque. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y avait Biggie et il y avait son gars. Ah oui, ok, vois d'accord. Ouais, Et donc, Monsieur, hein. voilà, monsieur. Voilà, tout à fait. Voilà, donc, monsieur, là, m'a Ouais. inspiré. Et donc, je vais voir le frérot et je lui dis, mec, j'ai envie de mettre de l'argent sur toi parce que je crois en toi. Ok. Et là, c'est à quelle période là? Il en est où lui, musicalement? Il a fait un maxi, il a signé, ok. il a signé en édition chez Tefa et Masta avec Because. Et là, je lui dis, mec, je veux mettre de l'argent sur toi. Ok. En fait, à la base, Ouais. je vais devenir producteur. Ok. Et là, directement, mon gars me Mhm. dit, Dim, vas-y, viens, on apprend le métier ensemble, ça tue, ça défonce. Bon, malgré le fait que j'ai quand même produit le clip d'Allons on danse. Ok. Mais il me dit, Dim, vas-y, viens, on apprend le métier ensemble. D'accord. Et donc, j'ai été son agent. Ok. Donc, je plaçais ses prods, Ouais. j'ai essayé de trouver des dates. Ok. Je me suis rendu indispensable. Je suis venu avec cette idée de faire des... Alors, en 2007, il y avait le début, 2007-2008, il y avait le début de YouTube. Ok, En ouais. gros, je tombe sur un Américain qui s'appelle Ryan Leslie. Ouais. Pour moi, l'un des plus grands producteurs, parce qu'à cette époque-là, tu sais, avec les Suisses, les Timbo, les Scott Storch, Ouais. il y avait qui encore qui avait un son Les Neptunes. les Neptunes, ils Ouais. avaient un son qui était singulier. Ouais. Ça sortait du lot. Mm. Pas comme aujourd'hui où tout le monde sonne un peu pareil. Un peu taille beat comme ça, ouais. Et en fait, je le vois, et en fait, le mec est là, il est en studio, là. En costard et qui commence à... Et tu vois, et tu dis, ah putain, merde. Il avait l'air un peu d'un... Bon, c'est un Américain, quoi. Ouais. Ouais, les mecs ont une audace légendaire, mais des fois aussi, c'est un peu... Ça peut paraître ringard si ringard aussi. ouais. Après, moi, on m'avait dit aussi, parce que j'ai des dossiers sur le man, Ouais. c'est que le mec est vraiment ringard. Ah, ok, Le oui. mec, pour le coup, c'est un geek. Ouais. Le mec a fait Harvard, le mec est très très intelligent, et en fait, il venait beaucoup en Belgique, et il venait à l'époque au Mondial. Ouais. Et en fait, pour parler au go, il se cachait des fois derrière le rideau, les rideaux. Ah, oh, ok. Donc le mec était très très maladroit avec les go. Ok, ok. Et donc bref, Ouais. le mec, mais bon voilà, génie, voilà, Ryan Leslie, si tu m'entends, On shout t'aime, out hein. to you, t'étais très très fort, et en fait, il nous a inspirés. Ok, ouais. Et donc je montre ça au frérot, Ouais. il voit le truc, et il me dit directement, c'est là où tu vois aussi l'intelligence des grands, c'est qu'il me dit, Dim, nous on n'est pas des Américains, on est des Belges, vas-y viens, on tourne ça en autodérision, Ok. et vas-y, on se fout de notre gueule en fait. Ok. Et moi, tu sais bien, à l'époque, j'ai 20 piges, Ouais. tismé, yeux verts, un peu premier degré, tu vois, un peu... Hein? T'es pas chaud. Mais non, je suis un peu... Bah, tu vois, moi, je suis matrixé par les quinries, en vrai, tu vois. Ouais. Et tu vois, l'autodérision, se foutre de sa gueule.
Ouais. Quand t'as 20 piges comme ça, t'es en pleine puissance, en plein truc, bah voilà, moi, c'était Pas évident. un concept que je comprenais pas. Ouais. Et bam, il me dit, vas-y, Dim, vas-y, je me fous de ma gueule. Stromae, Maestro, vas-y, tu sais quoi, je suis un professeur, enfin, je suis un espèce de professeur à 2 balles. Et moi, voilà, je prends une cam et et c'est ça qui est beau. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait le succès, c'est qu'on pensait pas à l'argent. Ouais. Et je pense que ça va être le fil rouge peut-être Très probablement, ouais. de ce podcast, c'est qu'il y avait de l'amusement. Ouais. Il y avait pas ce truc, ah putain, on va faire des sous. Vas-y, en fait, c'est 2 potes. Ouais. Viens, on fait. Voilà, je bossais dans ma boîte de chasseur de tête, Ouais. où j'étais flamboyant. Je me dis, putain, ok, tu sais quoi, dès que j'ai fini, bah voilà, je vais voir mon pote à Usingen, vas-y, on se pose. Et on y va. Vas-y, je te filme. Mais Ouais. en fait, je sais pas cadrer. Et donc, il y a un jeu entre moi et lui. Ouais. Et si tu vois la première leçon, bah en fait, il dit, je réfléchis. Et en fait, moi, j'explose de rire. Donc, en fait, Ouais, je me souviens. donc, c'est un jeu, tu vois. Ouais. Et en fait, pour faire le lien d'aujourd'hui, en fait, on a fait quelque chose qui était un peu avant-gardiste déjà. Ouais. On a fait du contenu alternatif. Ouais. Donc, il y avait la musique. Et puis, il y avait. Là, évidemment, on voulait montrer que le man, bah voilà, il avait une personnalité et qu'il savait produire. Mhm. Et on avait fait des choses qui étaient, ouais, pour moi, en avance. On avance, ouais. Et donc, c'est ça qui. Du coup, lui te dit, bon, bah, t'es mon agent. Et. Non, c'était mon frère. Ouais, ok, d'accord. Mon frère. Donc, à un moment, en fait, t'es son frangin. Enfin, si vous voulez vraiment rigoler, il y a le clip Buzz des mains. Ah, oui, je l'ai vu. Et il y a le clip aussi Minimalist Style où tu danses. en fait, et je pense que ça a été ça un de mes problèmes, c'est que j'ai toujours voulu tout faire. Ouais. On va en revenir là-dessus. Donc agent, producteur, danseur, vidéaste, tu vois. Donc j'ai toujours pris un peu pour Steven Spielberg. Et puis je pense que je suis, il y a quoi comme vrai danseur là, Tight Eyes à l'époque, Crump, tu vois. Donc j'ai toujours voulu faire, enfin voilà, j'ai toujours été, transcendé un peu par ma culture, qui est la culture hip-hop. Donc oui, alors là, vous commencez les leçons. Ouais. C'est ça. Et fondamentalement, à part ça, qu'est-ce que tu essayes de J'essaie de placer ses prods. Ouais. Même s'il est signé chez. Ok. Ouais. Ouais. Parce que après, oui, il a fait quand même Kerry, il a fait Angoon, il a fait quoi encore? Moi, majoritairement Kerry et Angoon et Melissa M qui ont été qui ont été des vrais succès. Et donc moi, j'essaie d'envoyer ça à des rappeurs, j'essaie de trouver des dates. Et donc c'est comme ça qu'on commence. Ok. Et puis à l'époque aussi, il était stagiaire chez Énergie. Ouais. Et je pense que c'est aussi une de mes qualités, c'est que je pense qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui fédère autour de lui. Ouais. Donc après, évidemment, c'était parfait parce que t'as un mec qui est bienveillant, qui est intelligent. Chaque fois, là où il va, bah, les gens l'adoraient, en fait. Ouais. Et donc lui, à cette époque-là, bah, on lui demande, donc il a un ingé son là-bas, on lui demande de faire... Il y a un mec qui s'appelle Guillaume Play, Ok, ouais. qui est un gros animateur qui a une émission qui s'appelle Legend, qui lui demande de faire un morceau parodique. Ok, ouais. Il écrit tout, il fait toute la prod, machin. Et en fait, petit à petit, on rentre un peu dans comment dire, dans l'intimité un peu de la radio. Ouais. Et donc le programmateur, et puis t'avais une super émission qui s'appelait Energy Mashup. Ouais, avec Psar. Il y avait Psar, qui était quand même instrumental au début. Et puis il y avait une nana qui s'appelait Julie. Ouais. Et on voit passer DJ Snake à ses débuts, on voit passer plein de DJ. Et la force des DJ aussi, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais les DJ, c'est aussi un canal de diffusion qu'il faut pas négliger. En tout cas, clairement. pour nous, ça a été detrimental. Enfin, comment tu pourrais dire, ça a été. Enfin, il y a eu un avant et un après. Ouais. Il y a un DJ qui est parti de Belgique, qui est parti au Portugal, et puis il l'a ramené en Allemagne. Le morceau rentre dans le top 50 viral allemand, et il se passe quelque chose. Et donc là, tu parles d'Alors on danse. Ouais. Et donc, période d'énergie, vous lancez Alors on danse. Non, d'abord, on sort Obs en Lise. Ah oui. Là aussi, il faut que vous voyez un peu, parce que, comme je vous ai dit, j'ai des talents de danseur, mais après, j'ai des talents d'acteur. Donc voilà, là, je fais l'acting. Ah, là, c'est l'acting. Ah, là, il faut me voir un peu dans les escaliers avec un petit chapeau. Bon, c'était les années presque 2010, mais tu vois, petit chapeau. Donc voilà, vous pouvez aller me faire un petit commentaire sur le clip de Obs en Lise. Donc je fais de l'acting aussi dans le clip. Ouais. Donc Obs en Lise passe, mais ça teste pas de ouf. Ça prend pas, ouais. Et après, on sort Alors on danse. Ok.
Et là, en fait, à l'Euron Dance, nous, on n'a pas de structure. Donc, on lance à l'époque un truc qui s'appelle We Are Music par la Smart, Ouais. qui est une espèce de société de portage, parce qu'on n'avait pas vraiment encore lancé une société. Parce que j'avais besoin d'un numéro de TVA. Et en fait, je retrouve par le biais d'un de mes mentors, parce qu'il a aidé à monter ma première société qui s'appelle Dimitri Borès PRL, Ok, ouais. qui s'appelle Stéphane Morio. Ah oui, de CTM, voilà. Un éditeur belge. C'est ça. Ouais. Et donc, il me met en contact avec à l'époque, c'était sur iTunes. Ok, ouais. Et donc, il me met en contact, on monte la boîte, machin. Et donc, t'as le morceau à l'Euron Dance, en fait, qui... Je sais pas si tu connais le mot sérendipité. Non. La sérendipité, c'est les inventions qui n'ont pas été faites exprès. Ah oui, ok. Toi, par exemple, Edison, toutes les plus grandes inventions du monde entier, elles n'ont pas été faites parce que, je vais inventer les téléphones, je vais inventer l'imprimante, je vais inventer l'avion. Non, il s'est passé quelque chose et puis par itération, boum, il se passe quelque chose. Okay, ouais. Les planètes s'alignent, boum, ampoule, banini, truc, ça, voilà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, je suis... Non, c'est bien, c'est important, oui, non. Des grands mots et tout ça, c'est bien, il faut éduquer. Et donc, qu'est-ce que je voulais... Parce que je perdais un peu... Et donc là, vous avez sorti... donc on sort en Dance, il teste bien, et en fait, on crée une frustration. Okay. C'est-à-dire que le morceau, en fait, est joué 7 fois à 14 fois par jour sur Énergie, mais le morceau n'est pas disponible. Ok, ouais. Mais c'est en mode comme aujourd'hui, t'as des mecs comme Playboi Carti, ils te sortent des morceaux sur Instagram. Ouais. En mode snippet. Tiens, je te donne un... Et c'est ça qui est... Enfin, c'est... Bon, après, on peut tout justifier, mais je trouve qu'on l'a pas fait exprès. Mais le morceau était joué sur l'une des plus grosses radios belges. Mais le morceau n'était pas... Ouais. Ça a pris combien de temps? Ça a pris 1 mois. Ok. Le temps qu'on mette tout ça en place, bam, 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 et donc le morceau prend, et puis bam, on sort le morceau est disponible. Ouais. Et là, on devient numéro 1 pendant 5 semaines. En Belgique? En Belgique. Ok. Francophone. Ouais. C'est bien de le dire que t'as le mec qui s'appelle Sam, je crois, qui appelle, je crois, Stéphane Morio, parce que Stéphane Morio, il a un siège à la SABAM, qui dit, est-ce que t'es sûr de ces gars-là ils sont numéro 1, mais entre le numéro 1 et le numéro 2, il y a un énorme gap. On n'a jamais vu ça. Ouais. Donc, enfin, voilà, c'était fou. Et après, on devient numéro 1 sans machine. Ouais. C'est ça qui est beau. Ah, organique. Il faut toujours avoir du leverage. Toujours avoir du leverage. Ça veut dire qu'on a créé, en fait, notre truc de manière comme des artisans, où il n'y avait pas de calcul. Et je pense qu'on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais en fait, il faut garder ce truc d'enfant. Ce truc où... Voilà. Cette spontanéité, cette envie de juste créer. Et après, si tu le fais bien, de laboratoire. Ça va venir. De laboratoire, en fait. On teste des choses, on fait les choses par itération. Et je pense que mes plus grands succès ont été faits comme ça. Ok. Voilà. Et donc ça commence en Belgique et puis ça... Ça prend en Allemagne, ça prend dans tous les pays européens. Évidemment, t'as toute la France qui veut nous signer. Et comment vous le vivez, vous, en soi, là, quand ça commence à prendre? Toi, comment tu le vis, toi? Tu te dis... Moi, je le vis bien. Et quand... Je suppose qu'à ce moment-là, y a tout le monde qui vous appelle, les labels en Europe et tout. Ouais. Et toi, enfin, on va dire d'abord toi et puis après vous deux, comment vous décidez avec quel partenaire vous allez travailler? Parce qu'au final, à ce moment-là, c'est une question de choix. Ouais. C'est genre l'Allemagne vous veut, la France vous veut, en France il y a multiples labels. C'était la personnalité, le discours. Et pourquoi lui? C'était un mec qui s'appelait Romain Billars. Shout out à Romain Billars parce qu'il a été très important pour moi parce qu'il m'a mentoré, hein, parce que chasseur de tête, ok, je suis un sales, mais j'ai appris le métier avec lui aussi. Et son discours était le plus pertinent parce que j'avais eu des propositions aussi où les gens voulaient le signer que sur le single. Ouais. Et donc là, on est arrivé en disant, les mecs, nous, on veut pas être en contrat d'artiste, on veut être en licence à l'époque. Ok, donc ça, c'était une licence, ouais. C'était le meilleur contrat à l'époque. Ouais. Et voilà, vous vous occupez de la promo et du marketing, et nous, on s'occupe de la matière première. Et donc lui était le seul qui était réellement... Énormément en licence, t'as pas normalement cette aide. Parce que la musique, c'est toi qui l'as fait. Ouais. Et donc, t'as Universal qui nous donne la possibilité d'avoir un mec quand même qui avait fait Face, qui avait fait IO, qui avait fait des grandes choses dans la musique. Et t'as un mec qui arrive à mettre des mots. Parce que moi, je suis quelqu'un de très instinctif. Ouais. Malheureusement. Pas forcément malheureusement. C'est juste que c'est un instinct, tu vois. Je suis un surfeur, en fait. Ouais, en vrai. Mais c'est pas une mauvaise chose. Je sais pas. Quand t'as un instinct, t'arrives toujours à un moment à rebondir sur tes pattes.
c'est parfois plus difficile. Mais, tu sais, si tu fais de manière trop scolaire, ben, il suffit que ça sorte un peu des carcans, t'es perdu. Quand t'as l'instinct, et en plus, on va le voir du coup avec la carrière, c'est que t'as la faculté de rebondir. Donc moi, personnellement, je ne trouve pas forcément ça quelque chose de négatif. Okay. Faut peut-être un équilibre, parce que peut-être que tu es très ou trop instinctif, mais avoir l'instinct, pour moi, n'est pas une mauvaise chose, et surtout dans le monde créatif. Ça, c'est mon avis. Mon opinion, c'est faut avoir de l'instinct, parce que si t'en as pas, bah, déjà, tu sais pas comment détecter un talent, tu sais pas comment rebondir. Ça veut dire que très certainement, vous auriez peut-être fait un mauvais choix pour la première signature. Tu vois, parce que tu dis bah vas-y, on va te signer pour un single, on te donne un grand truc, et puis après une fois que tu vas aller faire la suite, oui, mais bon, potentiellement. Après aussi, il faut dire la vérité, il faut dire la vérité aux spectateurs. On a eu la meilleure offre aussi. Oh, voilà. Il y a eu évidemment les personnes, mais voilà, ils nous ont respectés aussi par rapport au projet. Par rapport au projet, et ce qui était fort aussi à l'époque, c'est qu'on avait réussi à avoir un flat. Ah oui, ok, ouais. Donc où moi, en fait, les 8 premières leçons, c'est moi qui filme. Ouais. On avait réussi à valoriser ça. Ok. Donc on a eu un super deal. Ok, d'accord. Et ça, c'était pour un album ? C'était pour un album plus une option. Ok. C'était un deal court, magnifique. Magnifique. Et du coup, alors on se prend, vous signez, vous commencez à travailler sur l'album. Après, on a été un peu vite, je pense, sur le projet. Parce qu'il y a eu combien de temps l'album, il a été fait en combien de temps, plus ou moins ? Il a été vite quand même, hein, parce qu'on a sorti, je crois, Cheese en 2010. C'est quoi ? Je sais pas si tu sais regarder, fact-checker ça. Ouais. Mais je crois qu'on a eu 6 mois. On a dû enchaîner quand même. Ok. Et donc entre la signature et la remise des masters, je crois qu'il y a eu 6 ou 8 mois. Il faudrait. Ouais. Et ça, c'était une volonté à vous de se dire bon, ok, il faut pas perdre le fil. Ou on vous dit bon voilà, maintenant qu'on vous a payé, bah c'est bien quoi, c'est bien à travailler. Pour moi c'est logique quoi. Enfin, tu as un énorme morceau qui tourne déjà quand même depuis 1 an. Ouais. Vas-y en fait, envoie. Et là. Et puis c'est important de. Moi c'est un peu une de mes je sais pas convictions, c'est qu'il faut mettre de la tension. Ouais. Il faut qu'il y ait du rythme, du tempo. Ouais. Moi j'aime bien ça. Ouais. Et à ce moment-là, tu continues à travailler comme chasseur de tête sur le J'arrête. C'est la crise des subprimes en 2008, tout se pète la gueule. À quel moment tu... C'est marrant comment la vie... la crise des subprimes arrive en 2008. Ouais. Et moi, en fait, t'as Laurent-Dance qui pète. Ok. Donc je suis un petit peu au chaume du. Ouais. Et après, ça se lance en fait avec... ça se lance rapidement en fait avec Laurent-Dance. Et on fait toute une première partie où on fait beaucoup de showcases. Ok. En Europe En Europe, enfin, je sais pas, non, on a été à Dubaï, on a été dans l'Europe intérieure, l'Eurasie. Ok. On a fait tous les pays européens, on a fait un peu d'Afrique aussi, l'Afrique du Nord. Mm-hmm. Donc on voyage, donc c'est un truc de fou, on amène notre ami Jean-Michel partout. On fait un petit docu aussi. Ah, la Chip Team. On a encore été un peu visionnaire là-dessus. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que pendant longtemps, j'attendais ce qu'il y avait. On a fait la Chip Team, donc le manager à 2 balles, l'artiste à 2 balles et le caméraman à 2 balles. Je vous invite à aller voir. Ouais, qui est très drôle. D'ailleurs, à un moment, on attendait le 2e épisode. Mais bon. Voilà. Mais voilà, il y a toujours eu cette envie, en tout cas, de documenter, parce que je trouve ça aussi important aujourd'hui, de documenter tout ce que tu fais et d'avoir des archives. Et donc, il a été toujours très, très fort à vouloir... Ça, c'est son initiative, de vouloir... La Chip Team, c'était son truc. Et donc là, tu vois nos conneries, on n'arrive pas à se lever, surtout lui, là, parce qu'il c'est des grands dormeurs. Ouais. Mais donc voilà, bref. Ok. Donc, Cheese sort. Ouais. Ok. Clairement, c'est alors on danse qui porte l'album, mais l'album n'est pas forcément... c'est un demi-flop. Hein. Ouais. Et comment est-ce que... Je crois qu'ils avaient mis 30 000 à l'époque, on faisait... Quand tu avais des gros singles comme ça, on appelait ça une mise en place. Ouais. Donc à la Fnac et dans tous les retailers en France. Ouais. Et on avait mis 30 000 albums. Ok. Donc ça te permet d'être mis en avant dès que tu arrives. Dispo, c'est toi qu'on voit. On avait une grosse mise en place. Ok. Et là-dessus, en fait, on vend 5 000 albums. 5 ou 6 000 albums la première semaine. Ok. Et selon toi, c'est quoi Te Quiero, qui était le 2e single, n'avait pas pris. Ok. Il avait un morceau il avait une version de Te Quiero qui était beaucoup plus, je vais pas dire mainstream, mais moins compliqué. Ouais.
Et je sais pas si tu t'entends dans Tekiro, il y a une espèce de grosse basse. Et donc, on n'a pas eu le deuxième single qui a suivi. Ok. Donc vraiment, ce qui a tenu l'album, c'était la rondance. Ok. Et donc moi, en fin de course, j'arrive, on en vend 30 000. Ok. Et 2 ans. En 2 ans. Ouais. Et sur un single qui a été un énorme tube mondial. Ouais. Où on fait des featuring après avec Kanye West. Enfin, ce qui était fou aussi, c'était qu'on était à Montréal, parce qu'on a évidemment Ouais, vous avez voyagé, hein. on a voyagé dans le monde entier. Ouais. Et en fait, on avait fait enfin, on avait écrit en fait les noms avec lesquels on avait envie de faire un featuring. Ouais, bucket list. Et on avait mis Kanye West en premier. Ouais. À l'époque, Childish Gambino, c'était très très fort. On avait mis Madonna. À l'époque, il y avait Black Eyed Peas. Ouais. Et en fait, tous ces gens-là, en fait, on les a rencontrés, on a fait quelque chose avec eux. Ok. Donc ça tue des fois aussi la manifestation. C'est important. De fait d'écrire des choses sur papier, des fois aussi, bah voilà, ça peut... À partir du moment où tu l'écris, ça existe, donc Voilà. c'est possible. Et donc toute la liste de Kanye, à Mado, bon, à l'époque, Black Eyed Peas, c'était un énorme truc. On a fait des choses avec tous ces gens. Comment est-ce que Kanye West a reçu la prod d'Alors on danse? Après, c'est un mec qui est hyper curieux, Ouais. mais on fait partie d'une grosse entreprise, une grosse multinationale qui s'appelle Universal. Ouais. Parce qu'il y a aussi la réalité, c'est que on a fait bien tout seul. Ouais. On a été numéro 1 en Belgique francophone pendant 5 semaines tout seul. Ouais. Mais dès qu'ils ont appuyé le bouton chez Universal, La grosse machine. en fait, on a été numéro 1 dans 18 pays. Ok. Donc il y a eu une force quand même de la maison de disques. Ouais. Parce qu'évidemment, il y a ce côté en 2025 où, ah ouais, la maison de disques, elle fait rien, machin. Ou peut-être qu'à mon époque, moi, en tout cas, j'avais des gens de mon DA, de mon chef de projet, de ma RP. Enfin, j'avais une équipe de 10 personnes qui étaient autour de moi. Bon, après, ils avaient plusieurs projets. Ouais. Et c'était mon travail d'être gentil, de les relancer, de faire en sorte que ça avance. Mais j'ai eu une super équipe. Ok. Le travail d'équipe a été important. C'est pas juste. Faut arrêter de mystifier juste l'artiste. Il y avait à la fin, sur la sortie d'Alors on danse, bah, si tu comptes tous les pays d'Universal, bah, il y avait peut-être 300 personnes qui étaient derrière. Ouais, qui ont travaillé le projet. Franchement, il y avait le mec au Portugal, il y avait le mec en Espagne, il y avait le mec en Italie, il y avait le mec en Hollande, il y avait le mec en Suède. Et voilà. Et en fait, c'est tous des gens qui ont parlé de Paul. Et c'est ça qui a fait la différence. Ouais. Ça a été le travail d'équipe. On a réussi à fédérer. Et donc, évidemment, quand tu as tous ces pays qui prennent, bah, évidemment, tu viens aux États-Unis, tu dis go, hey, come on. Hey, Lucian. Monte. Hey, yo, Monte, what's up? What's up? Tu vois ce que je veux dire? We got this banger in Europe. What do we do? Et bam, t'as Def Jam qui nous propose Kanye. Kanye tombe amoureux du truc parce que c'était le mec qui était le plus en avance. Clairement. Enfin, il y avait Kid Cudi, mais il s'imprégnait aussi de Kid Cudi. Enfin, tu te rappelles le morceau? Oui. Ouais. Day and Night. Ouais. Enfin, tu vois, 2010, Tout ça, ouais. c'était le moment où l'électro et le rap... Ça avait du sens qu'il pose dessus. Voilà, ça avait du sens. Et l'émotion? Le fait de... Parce que on était à Montréal. Et il y a une vidéo, en plus, je pense qu'on vous faites écouter. Ouais, on était à Montréal et on était trop contents. Après, ce que j'aurais kiffé, c'est de faire le clip, mais bon, on n'a pas pu le faire. C'était pas possible, mais en tout cas, c'était un grand moment, un des premiers grands moments de ma carrière. Ok. Et à ce moment-là, donc, allez, la fin d'exploitation de Cheese. Ouais. Et... Donc, on part en tournée pendant 1 an et demi. Ok. Je crois qu'il fait 150 dates. Ouais. Vous revenez à Bruxelles. Après, il faut parler aussi de la tournée. Oui, ouais. C'est que on était quand même vu comme un one-hit wonder. À l'époque, il y avait les... Surtout s'il n'y a que Alors on danse qui prend et que l'album ne vend pas. C'était pas gagné, hein. C'était pas gagné d'avance. Il y avait Helmut Fritz, il y avait... Une petite bourgeoisie, du champagne. C'est un vrai son. Mais tu vois, on était dans ces trucs-là, quoi. On aurait pu dire que c'est un projet marketing. Ouais. Mais on s'est greffé on a rencontré des gens hyper capables et compétents chez Augury. Ok. Qui était un peu le partenaire un peu cool, chanson. Et donc, on a fait le bon choix de bosser avec eux. Ok. Après, je veux pas prendre tous les lauriers, mais après, on a fait un super show. Il était en première des Transmusicales de Rennes et il a proposé quelque chose de singulier. Ok. Et juste, par exemple, Augury, c'est... Pour quelle raison travailler avec eux? Parce que moi, en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est... Voilà, vous êtes dans une position... On pouvait pas être producteur de spectacle. Ok, mais donc ce sont les seuls qui sont présentés? Ah non, alors... tout le monde. Mais du coup, encore, genre, eux, c'est parce que c'était un peu... le pitch Là, c'était pas forcément létal. Ouais. C'était le pitch. Ok. Et puis, moi, j'écoutais quand même pas mal de gens et on va remettre à César ce qui est à César. T'as Pascal Ney qui me dit, Dimitri, va avec Augury.
Ok. Voilà, ils avaient une aura, Ok. tu vois. Et selon toi, c'est quoi un bon... Tu vois, on était dans ce truc très électro, one hit wonder, truc qui peut passer. Et en fait, on bosse avec des mecs qui sont dans la chanson, qui font les plus grands chanteurs de l'époque, Ouais. et qui sont, qui ont une aura et qui ont ce truc en plus. Et c'est quoi pour toi un bon... Crédibilise en fait. Un bon producteur de spectacle, toi, un bon... Enfin, ouais. C'est quoi qui, selon toi, tu te dis, ouais, c'est avec eux que je vais travailler au-delà de leur CV, tu vois. Mais genre, ouais, pour toi, c'est quoi les caractéristiques? Après, c'est l'humain, tu vois. Ok. Parce qu'après, derrière Universal, Warner, Sony, en vérité, les gens qui font la différence, c'est en fait le facteur différenciant, c'est Ouais. les humains. Ok. Donc peut-être que voilà, on est tombé sur Charles, une espèce de pirate breton un peu fou, Mhm. qui était le boss d'Augury. Et puis je tombe sur un mec qui s'appelle Karim Merabet, dont je suis toujours proche aujourd'hui et que je fais d'autres choses dans tout ce qui est créateur de contenu. Et en fait, le pitch était bon et ils avaient une vision. Ok. Et donc nous, on a un peu des students of the game. Tu vois. Ouais. Et donc tout ce qu'ils nous disaient en fait avait ça Ça faisait écho. ça faisait écho. Ouais. Donc je sais pas comment t'expliquer ça. Voilà, on était à deux, bam bam bam, Dim, qu'est-ce que t'en penses? Ah lourd, vas-y, viens on avance. On me dit Dim, il faut aller avec eux. Et voilà, on avance avec eux. Ok. Et donc là, 1 an et demi sur la route, plus ou moins, Ouais. c'est ça. Ouais. Retour à Bruxelles. Ouais, il a été un petit peu en. Ouais. C'était C'est pas humain d'avoir de vivre ça comme ça. autant de gens qui t'acclament tous les soirs, cette énergie, cette tension. C'est pas humain. Il y a des choses qui sont pas. Bah, moi, je dis souvent, la condition humaine d'un artiste, fondamentalement, elle est pas normale. Tu vois, elle est un peu extraordinaire, genre au-delà de l'ordinaire, dans le sens où Moi, je le comprenais pas ça. c'est, tu vois, tu écris. Fondamentalement, le but d'un artiste, c'est quoi? Selon moi, c'est il écrit un truc hyper personnel, souvent un trauma, ou alors il va prendre quelque chose de, tu vois, voilà, qui le touche. Mhm. Et son but, c'est des centaines de milliers de personnes le chantent. Donc, imaginons, toi, tu prends un morceau, tu prends par exemple Papa Outé, par exemple, il raconte sa vie, et en fait, in fine, son but, c'est que 100 000 personnes le chantent devant lui, quoi, tu vois. Et déjà, ça, c'est une condition humaine assez particulière. Et si maintenant, t'as cette ambition, Mhm. mais après, maintenant, de là, quand tu le reçois, c'est encore différent. Tu dois pouvoir prendre le temps de traiter ça. Toi, par exemple, vous faites vos premières vidéos dans une chambre. En 2 ans plus tard, vous faites le tour du monde. Vous rencontrez un nombre incommensurable de personnes. L'argent, c'est pas la même chose. Les dynamiques, la manière dont vous percevez le monde et le monde vous perçoit, c'est pas la même chose. Vos familles aussi vous voient différemment. Très certainement, entre vous aussi, il y a aussi une dynamique qui peut potentiellement change. Ouais. Et tout ça, après, quand tu reviens à Bruxelles, Ouais. Ça peut être aussi, comment dire, ça a un impact sur l'humain, Mhm. tu vois. Et donc là, à ce moment-là, est-ce que vous prenez le temps de vous reposer, parce que est-ce que vous réalisez ça? Moi, Tu après, réalises en tant que manager, lui, il avait besoin de ça, parce qu'il se donnait pendant 1h30 Ouais. par show. Moi, je T'es là, ouais. moi, je suis à la console avec l'ingé son en lui disant, parce que j'aime bien quand ça va fort. Mais les basses. Il Ouais. le capouillait, je lui cassais les couilles. Je lui disais, putain, vas-y, mets plus fort. Et donc, il avait son moment, il y a un morceau qui s'appelle Silence, et c'est là où il faisait péter. Mais moi, j'avais besoin de sentir le truc, donc je faisais chier l'ingé son, mais je donnais pas autant d'intensité que lui sur scène. Ouais. Donc moi, en tant que manager aussi, je veux que the ice need to keep on rolling. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, voilà, j'avais envie d'enchaîner rapidement. Et lui, il avait besoin ouais, vas-y, chill. Voilà. Est-ce que ça te frustrait, toi, parfois? Je pense, ouais. 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 Parce que je sais que, tu vois, quand t'es pas... Bon, maintenant, avec le recul, je pense que tu le comprends mieux, et aussi l'expérience avec différents artistes, mais je pense que, toi, par exemple, quand il te dit, ouais, vas-y, je veux faire une pause, toi, tu te dis, mais non, attends, viens, on continue. Parce que Moi, toi... j'aime bien taper le fer tant qu'il est chaud, quoi. J'aime bien... Et quand il fait sa pause, toi, tu fais quoi? Je bosse. Sur quoi? Je bosse... je fais des events. Ok. Ouais, je fais des events. Je fais une soirée aussi tous les mercredis qui s'appelait la Hype in School, Ouais. près du Bloody Louis. Et en fait, je lui dis de pull up parce qu'il y a le renouveau de la trappe. Ouais. Et il faut pas oublier qu'avant qu'on bifurque un peu dans la pop, on était... À la base, c'est un rappeur, hein. On était... Hein, tout le monde a rappé, n'est-ce pas, ici, dans Hein
Tu vois ce que je veux dire? Donc on était dans le hip-hop et donc voilà, je reviens un peu à ce que je kiffe. Donc j'organise des soirées. J'ai une soirée qui fonctionne bien tous les mercredis, qui est un peu un rendez-vous du hip-hop, un peu pour la jeunesse bruxelloise, qui s'appelle la Hip School. Et je le fais venir. Ouais. C'est quelqu'un qui voilà, il était à fond sur les César Evora, il était à fond sur Brel, il était à fond grâce à son frère à réécouter des trucs New Beat. Moi j'ai toujours eu ce truc dans le groupe d'aller chercher les nouveaux bails. Ouais. Tu vois, putain, Dim, il connaît les nouveaux sons, il fait des playlists. Tu vois, j'ai toujours eu ce truc. Toi et Reggie, vous étiez les spécialistes pour ça. Voilà. Ouais. Lui, plus dans la R&B, mais moi, c'était plus dans la trappe et les trucs qui cognent, quoi, tu vois. Ouais. Qui ont de l'énergie. Et donc, je le fais venir. Je pense que ça a eu un impact sur la création de Racine Carré quand on fait Humain à l'eau. Quand un morceau comme Carmen, les grosses 808, etc. Il a écouté. Ouais. Et il s'est inspiré pour agréger ou pour mettre ça dans la création de Racine Carré, qui est l'album qui va changer nos vies. Et puis évidemment, il y a le super DA qu'on avait, qui était Romain Billard, qui le fait voyager aussi en Afrique. Ok, ouais. Ça a été important, ça, parce que l'Afrique a été quand même, il a été encore visionnaire. Parce qu'à l'époque, je sais quoi, c'est quoi les P-Square, y a ça. P-Square et... Mais c'est pas aussi gros que maintenant. Gros que maintenant, où c'est mainstream, ou que quand tu regardes le top 10, tu vois, Théodora, bon, c'est plus les Antilles, le bouillon. Mais voilà, on est... l'afro a influencé le monde. Ouais, clairement. Mais nous, on est déjà à ça en 2010. Ouais. On comprend que c'est le turfu. Et vous travaillez toujours, du coup, avec Romain. Donc, ça veut dire que vous activez l'option. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, tiens, d'ailleurs, toi qui, justement, tu viens de dire, toi, tu recherches toujours la trappe, tout ça, les nouveautés, tout ça, mais comment est-ce que toi, justement, c'est ce que t'aimes, la trappe, mais tu travailles avec un artiste qui n'est pas forcément, en tout cas, dans ses influences, oui, mais c'est pas le produit qui donne, c'est pas la musique qui donne, tu vois. Et comment est-ce que ça te frustre déjà? Je pense. Ouais. Et je vais chercher. Ok. Et à ce moment-là, en 2014, moi, j'ai un coup de cœur pour un mec qui s'appelle Hamza. Ok. Donc, c'est-à-dire que toi, juste pour revenir 2 secondes, donc c'est-à-dire que vous commencez à bosser sur Racine Carré. Ouais. Mais en parallèle, tu dis, bon, je vais quand même essayer de chercher mon bonheur musical personnel sur d'autres projets. C'est ça. Ok. Et t'en as parlé avec lui à ce moment-là, ou c'est juste toi, tu te dis, de mon côté, je fais... J'ai fait de mon côté. Ok, d'accord. Okay. Ouais, j'ai fait de mon côté. Ok, d'accord. J'ai fait de mon côté. Donc, on remonte un peu plus dans le temps, parce que Racine Carré, on le sort en 2013. Ouais. Après, pour le coup, faut pas oublier que dans les médias, Stromae, c'est Stromae, ok, cool, sympa, machin, mais c'est pas... Il n'est pas encore légitime, quoi. Et c'est pas l'icône qu'il est aujourd'hui. Okay. Donc le morceau Papa Outé rentre sur Énergie France, mais il teste pas de ouf. Donc tester, c'est... les radios, en fait, ils font des tests toutes les semaines, ils font des sondages pour voir si le morceau... il plaît ou parle ou pas. Plaît ou pas, et... Parce que de toute façon, eux, derrière, ils veulent avoir les trucs d'annonceurs, tu vois. Ils doivent jouer des hits parce que, voilà, ils veulent garder le plus d'audience possible. Donc, il faut que ça corrèle. On va pas mettre un son qui pue la merde. Frère, on va te nexter. Donc, voilà, ils ont un système chez eux qui teste et ça teste pas de ouf. Ok. Et en fait, là-dessus, voilà, c'est la maison de disques qui a trouvé ça, c'est que il y a un mec qui s'appelle Didier Varro, qui est patron, programmateur chez France Inter, qui kiffe en fait Formidable. Il voit qu'il se passe un truc. Il nous dit, vas-y, il y a peut-être une possibilité de le faire rentrer en programmation. Après, France Inter, il joue 2 fois ton morceau par jour. C'est une chaîne d'infos. Or que Énergie, c'est un truc où tu peux être joué 14 fois par jour et donc on te matraque. C'est là où tu fais vraiment des hits. Et donc on se dit, vas-y, tu sais quoi, on va faire un truc, on va faire une leçon. Et en plus de ça, on a une émission sur France 3 qui s'appelle Ce soir ou jamais. Avec un mec qui s'appelle Tadei. Et en gros, en fait, on fait une leçon. Et on va à Louise. Et il a eu un call important avec son grand frère Dati. Parce qu'on se prenait la tête, quoi. Parce qu'il y avait ce côté un peu caméra cachée. Enfin, c'était quand même fou, quand même. On a joué sur des triggers de la nature humaine. L'humain aime le sang.
Ouais, clairement. L'humain aime le... Tu vois, on est un peu voyeur. Enfin, je sais pas, c'est dans notre... C'est dans l'ADN de l'humain, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Le côté un peu... Il y a des grands réalisateurs comme Nolan, David Fincher, ils comprennent ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours été un peu interloqué ou intrigué, moi, par les grands films. Tu vois, ils arrivent à toucher l'espèce d'instinct animal, tu vois. Ouais. Donc, on a réussi à faire ce truc-là, qui était quand même un truc qui avait jamais été fait. Mm-hmm. Et il a joué le jeu, et donc moi je tourne avec ma caméra, enfin avec ma voiture autour du... C'est l'idée de qui d'ailleurs, du coup, le... Bah là on voit un mec qui s'appelle Jérôme, mais voilà, c'est une idée de un peu, ouais, espèce de brainstorming. Ouais, de brainstorm, et on peut pas dire de qui est l'idée, mais en tout cas c'est un brainstorm de l'équipe avec l'équipe de Réal. Et voilà, ils mettent une caméra au Quick, il y a des cyclistes, enfin voilà, on joue le jeu, il y a des mecs qui sortent leur téléphone Je m'en souviens, ouais. pour jouer le jeu. Il y a les flics qui arrivent, donc magnifique séquence incroyable. Ils jouent le jeu, machin, le flic hyper bienveillant. Et là-dessus, en fait, on pense que ça va prendre tout seul. Ok. Parce que c'est bien, les gens veulent du son. Donc moi, je pense que les gens qui sont là, comme des ânes, je sais pas si vous connaissez Black Mirror, je vous invite à aller voir Black Mirror aussi. Ouais. C'est que voilà, on a des figurants qui jouent le jeu et qui font semblant de filmer. Ok. Et donc, bêtement, les gens, comme des moutons, ils filment aussi. Ok. Et donc moi, je pensais que ça allait partir comme une poussière de... Damn, son. Et donc je pensais que ça allait partir de manière organique. Et en fait, on attend un jour et demi, et il se passe rien. Ok, ouais. Et donc là, moi, j'appelle un pote à moi qui s'appelle Yacine. Je lui dis, vas-y, est-ce que tu as une go que je ne connais pas et qui pourrait en fait poster sa vidéo sur YouTube. Ok. Alors, toi, YouTube, ça a quand même été un outil important. Un médium important pour nous, une plateforme qui a été hyper importante. Et donc moi, c'est moi-même qui fait pour elle. Je mets Stromae bourré à Louise. Ok. Et là-dessus, je mets les infos de la meuf. Ok. Voilà, c'était une coiffeuse. Et là-dessus, on la brief, on lui dit voilà, si les gens t'appellent, bah tu bluffes, tu dis oui, il était pas bien, machin. Et donc évidemment, les journalistes sont tombés dans le panneau. Ouais. On arrive à créer un peu une espèce de traction, de momentum. Le journaliste de Sudinfo appelle la coiffeuse, enfin la go, que je connais pas, et qui dit oui, il était pas bien, machin. Boum, c'est relayé dans la presse un peu sensationnaliste de l'époque. Avant, il y avait les Closer, tout ça là, aussi, fion là. Hein, et donc ça prend, et puis ça monte au niveau du Parisien, du Soir, et en fait il y a un effet domino. Ouais. Et puis le lendemain, enfin donc il y a 2-3 jours, le samedi, on passe chez Tadi, ok, Ce soir ou jamais, il fait sa prestation parce que c'est un grand acteur. C'est un interprète de malade mental. Les gens bêtes comme ils sont, c'est la bêtise quand même. Ouais. Oh putain, il est pas bien. Hein. Ouais, il est encore bourré. Il est encore bourré. Oh. Mais ça tue. Enfin, tu vois, c'est incroyable comment les planètes s'alignent. Oh putain, c'est des bêtes vraiment. Oh putain. Et donc ça fonctionne. Les gens sont interloqués. Enfin, il se passe un truc quand tu regardes même l'émission. Tu vois que les gens ils sont là. Ils savent pas en fait. Il y a un malaise et tout. Enfin, trop fort, frère, trop fort. Et le dimanche, à l'époque, Jean-Marc Morandini, c'était un truc qui était big, et lui, il achève le truc. Et donc là, ça repart dans tous les sens. Donc le truc est au max, quoi. Ça a pété, je pense que tu dirais. Et puis le lundi, on lance la leçon, et là, en fait, c'est le coup de maître. Ouais. C'est le coup de massue. Ouais. Et là, formidable numéro 1, Papa Outé numéro 2, Papa numéro 2, numéro 1. Tous les mêmes, et en fait, en l'espace de 3-4 mois, on a 3 numéros 1 qui s'enchaînent. Et là, c'est parti. 60 000 albums la première semaine. Et là, tu vois, c'est parti. Là, c'est le prime time. On remplit des arènes. Enfin, tu vois, c'est fait à l'avance. On aurait pu remplir 2-3 fois le stade Roi-Baudouin. On aurait pu faire le stade de France. Enfin, c'est fou. Ouais. C'est fou ce qui se passe à ce moment-là. Et dans vos têtes, c'est... Mais moi, je vis mon dream. Ouais. Moi, je vis mon dream, je suis avec mon pote. On est là comme un imbécile. comme des cons. Enfin, surtout moi, tu vois. Ouais. J'ai un côté un peu bête. Et je me dis, putain, ça défonce, parce qu'on était à 2. Après, il y a le grand frère, il y a le frère, etc. Il y a la famille, évidemment. Mais là, je me retrouve après avec... il y avait quoi, 12 semi-remorques. Ok. On avait une équipe de 80 personnes. Et comment tu changes, comment tu fais le shift pour gérer tout ça? Parce que bon, encore une fois, il y a quelques années, vous étiez dans votre chambre, et là, maintenant, des gens compétents. Qui s'occupe de... Toi, on va dire, t'es l'interface entre
on va dire, le noyau dur. Donc lui, je pense, Luc, je sais pas, il y a encore qui Moi, dans j'étais l'écosystème. l'interface avec la maison de disques et le producteur de spectacle. Ok, d'accord. Ok. Et donc après, c'est toi qui délègues en disant, bah ok, on te propose avec qui vous voulez travailler, tu dis, ah oui, lui. Ouais, mais ils ont toujours besoin d'une confirmation. Vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Ah, vas-y, on fait ça. On fait Coachella. Ah, ok, bam, bam, bam. On va avec Golden Voice parce que c'est eux qui tiennent Coachella. Ah, il faut qu'on trouve une publiciste qui s'appelle Alexandra Baker, qui est incroyable, qui a fait les plus grands succès aux États-Unis. Alexandra Baker, avec lequel on fait South by Southwest. Et tu vois, c'est marrant parce on est parti 4, 5, 6 fois aux États-Unis en faisant des petites salles. Puis on continue, on fait des salles de 500 personnes, et puis de 1000, et puis de 1005, et puis de les 1005, et puis les 5000, et puis de 20 000. On fait Madison Square Garden, et puis tu vois, c'est infini, quoi. On remplit toutes les salles où on va. C'est ouf quand même. Quand tu penses. En français. Ouais, c'est ça. En français. C'est dingue. Et là où il a joué le jeu, tu vois, c'est qu'il donnait, il donnait, quoi, tu vois, il était sur scène, il était en interview, enfin, tu vois, moi, je pense que si, évidemment, ou peut-être que tu seras pas d'accord, la musique est hyper importante, mais l'humain, pour moi, c'était un excellent communicant. L'humain est tout aussi important, voire parfois plus important que la musique. Son physique aussi. Ouais, il est atypique, ouais. Et du coup, là... Désolé, hein, si je... Non, il n'y a pas de problème. Non. Mais si tu prends... Donc, toi, après Cheese, il a un petit coup de mou. Petit coup de mou, ouais. OK. Donc là, maintenant, vous êtes reparti, mais encore plus fort, avec Racine Carrée. Ouais. Toi, c'est même pas comparable. Mais est-ce que à ce moment-là, toi, tu te remets... En fait, tu te dis, attention, avec Cheese, déjà, il avait déjà un petit coup de barre. Est-ce qu'à ce moment-là, tu prends maintenant cette information en considération, ou alors, en fait, tête dans le guidon, et en fait, on fonce. Je l'ai pas vu venir. Ok. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en fait, je l'ai pas vu venir. Ok, d'accord. Du coup, ça veut dire que... Ma vie, elle change à Brazzaville, quoi, en juin 2015. Ok. Donc, parce que là, tout s'arrête. Il fait sa première pause, on annule des festivals en été 2015. Ouais. Il fait son burn-out, il rentre en Belgique. Et ça a été très, très dur pour lui et même pour moi, parce que après ce moment qui a été un peu fatidique, ou je sais pas, ouais, c'est le début de la fin. Ok. Parce que là, à ce moment-là, c'est au-delà du professionnel, c'est votre relation humaine qui change. Ouais. Ok. Et quand il annule, comment est-ce que... Bon, je sais que le business, c'est important, mais comment est-ce que toi, tu vis cette séparation, cet arrêt? Parce que... J'étais eu la déception et puis de l'énervement. Enfin, j'étais en colère. Ok. Je comprenais pas. Ok. Après, est-ce que j'ai été un bon ami? Ok. En vrai. À la base, on est poteaux. Ouais. On est frérots. Ouais. Est-ce qu'on a appris le métier ensemble? Est-ce que j'ai été là pour lui quand il en avait besoin? Ouais. Et donc moi, il y avait un truc où je comprenais pas. Est-ce que tu te poses la question avec du recul en disant en fait... Je peux pas trop rentrer dans la... Oui, non, l'idée c'est pas ça, mais du coup c'est toi maintenant tu dis... C'est entre vous deux. Il y a des trucs un peu deep, mais ça a été un choc, et je pense que je l'ai mal vécu, et je crois que je le vis encore mal jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense. Ok. Et donc là maintenant, parce qu'il y a une première annulation et puis il revient et puis il annule encore. Ouais, donc il annule, il se repose pendant 2-3 mois et puis on repart à l'automne. Ok. On fait le Rwanda. Ouais. Et à ce moment-là, déjà humainement, c'est un peu tendu, non? Il se passe, voilà, il est pas bien, quoi. Il est pas à 100%, et donc il y a eu une cassure, et voilà, je sais pas, j'ai pas eu la force. Je sais pas. Est-ce que c'est mon manque d'humilité, enfin c'est compliqué, en fait. Ouais. Entre deux frères, il y a eu un truc, des choses qui se sont dites, et on n'a jamais vraiment pu en parler. Ok. Et donc, ça se termine. Ouais. Toi, à ce moment-là, à quoi tu penses? Parce que tout à l'heure, tu disais que tu commençais petit à petit à regarder... en parallèle, voilà, j'avais des vues sur Hamza, j'avais proposé, bon, ok, on m'en a voulu, mais
Moi, à l'époque, les éditions, je l'ai appris bien plus tard dans mon cursus. C'est que je propose, avec mon argent propre, d'être éditeur de compos. Ok. Et tu vois, sur des mecs comme Ponko, par exemple, qui était le producteur un peu phare du Négatif Clan et de Hamza, je lui propose 3K. Ok. Mais de mon argent propre, tu vois, on est en Belgique, voilà, tu vois, vas-y, on fait un contrat et vas-y, viens, on move ensemble. Et après ça, la plupart des gens en Belgique, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des contrats de coédition. Ouais. Donc ils s'allient en fait avec des majors ou des gros indépendants. Ouais. Évidemment, le marché français, ils sont quoi, 77 millions. Nous, on est 11 millions. Ouais. Donc, le marché est 7 fois plus grand. L'argent aussi. L'offre que je lui ai faite, il a eu 7 fois plus avec une coed, avec quelqu'un d'autre. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, à ce moment-là, tu t'es pas dit, en fait, tu veux pas, alors viens, je te prends et on va chercher... Je crois qu'à ce moment-là, je voulais tout faire tout seul. Ok. Je sais pas, peut-être que j'ai eu ce truc un peu de tout ça. Du coup, c'est réel, c'est plus par envie que par, entre guillemets, en fait, c'était pas ignorance du business. Mais je sais pas si c'est une ignorance, parce que comme c'était pas mes partenaires, et que j'ai toujours bossé en fait avec la prod et le spectacle, c'est vrai que les éditions, comme je n'avais pas de pourcentage là-dessus, en fait, je les laissais un peu... de côté, ouais. T'es un peu négligé. Ouais. Et donc, oui, pour moi, c'est de la négligence, ou en tout cas de l'oubli, quoi. Okay. En fait, à ce moment-là, je peux appeler les gens et dire, voilà, il y a ça. Mais après, tu vois, c'est Négatif Clan. Est-ce que vraiment j'aurais pu... Parce que moi, j'aime bien... Je suis un peu je suis un peu partisan de ce truc de... Pas de push, mais de pull. Okay. Donc, j'aime bien créer du leverage. Ok, ouais. Et c'est ça que les gens ils doivent comprendre, c'est qu'il faut que tu aies something on the table. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pour les francophones, leverage, c'est un levier. C'est important, tu vois. Ouais. Pas dire, putain, je viens avec mes yeux verts, fion, putain, t'es beau gosse. Non, vas-y, frère, en fait, il faut que tu signes celui-là. Non, viens, voilà, bam, il a fait ça. Tu vois, après, H24, c'était le début d'H24, donc il n'avait pas eu la déflagration. Donc, quand le Joe le récupère après, en fait, il y a la déflagration, et donc c'est plus simple. Ouais. Et moi, j'étais avant-gardiste. Ouais. C'était encore les trucs de la street belge. Ça allait, à l'époque, ça allait pas plus loin que Bruxelles. Clairement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On n'est pas dans un truc en France où tout va plus vite, t'es du 9-1, du 9-2, du 9-3. Il y a déjà toute la ville en parle. Oui, c'est ça. Et puis après, les villes sont plus grandes et voilà. Tu vois, donc doucement. Ouais. Doucement. Hein, bro. Et donc là, ça s'arrête. Donc je continue, je fais des soirées dans le side aussi, j'augmente le level, je fais des trucs au Mirano, j'amène, comme j'ai toujours voulu avoir ce truc, parce que c'est ça qui m'anime, c'est le début. Ouais, le développement. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est ça qui m'anime en fait, c'est là où tout est possible. C'est des soirées où tu faisais des choqués, c'est ça? Parce qu'à la fin avec Stro, je disais non à tout. Ah oui, ok, ouais. Bon, après dans la vie, il faut savoir dire non. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était plus simple, j'étais dans un siège... Voilà, et en fait, non. Tu vois? Ouais. Peut-être que j'ai pu froisser des gens, mais c'était ça que je faisais. Ouais. Et donc, voilà, il y avait 200 dates. Moi, je voulais vivre à Los Angeles à ce moment-là. Tu vois, j'avais un plan. J'avais une vision. Dire, putain, vas-y, viens, on s'installe là, on prend le temps, machin. Moi, j'infiltre tout le monde, parce que je voulais infiltrer tout le monde. Ouais. Bah oui, tu rencontres des Lucien Grange. Donc, Lucien Grange, c'est le patron d'Universal. Ouais. Moi, je le rencontre à Santa Monica. Los Angeles, tu vois ce que je veux dire? La mode GTA, tu vois ce que je veux dire? Hôtel, Banini, payé, tout ça, j'arrive, bam, mon patron, bam, mon boss. Et tu vois, il est petit, Lucien. Ok, ouais. Et donc, t'as tous les patrons de... En fait, c'est le père de la mafia, quoi. C'est le parrain, frère. Ouais. Je sais même pas comment... Drake, Aubrey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'embrouilles avec Lucien? Pourquoi tu t'embrouilles avec Lucien? T'en penses quoi, toi? Après, moi, voilà, j'ai un truc particulier avec Drake, tu vois. Le mec, quand même, pendant 15 ans... En fait, moi, j'aime bien les grandes histoires. Ouais. Tu vois, dans le foot, il y a eu... Nous, notre génération, on a connu l'émergence, ou je sais pas comment tu peux appeler ça, mais on a connu Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui sont encore relevant. Ouais. On a connu ce truc historique. Ouais. Et donc, pour moi, Drake, avoir des prime time aussi longs, j'avais jamais vu. Frère, depuis 15 ans, en fait, il avait des hits chaque année. Et donc, moi, j'ai toujours été fasciné par ces histoires-là. Et de là, vouloir... Et donc, moi, j'aime pas... Enfin, à part Good Kid, Mad City, moi, je suis... Toi, t'es Team Drake. Enfin, je sais pas si je suis Team Drake, mais c'est ma boy, quoi, ouais. Mais, du coup, c'est... Parce que là, il a encore fait un deuxième procès. Il a fait un lawsuit, ouais. Je comprends pas. Mais bon, comme t'as dit en off... Est-ce qu'il y a d'autres choses derrière?
Est-ce qu'il y a un autre partenaire qui dit, Joe, vas-y, Oui, voilà. casse ton contrat, résilie-le. T'as eu combien? 400 mil? Allez, le 1 double. billion. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? On sait pas. ouais, We never know. Ouais. Après, il a fait un truc un peu de boomer, donc il a pas fait le bon move. ouais. Je trouve pas non plus. Mais, donc là, tu commences à faire tes soirées là où tu fais tes shows. C'est les soirées où tu fais les showcases, c'est ça? Non, ça, c'est un autre endroit qui s'appelle le Mirano, et donc Ok. j'amène Damso en premier, j'amène Hamza, j'amène Shai, j'amène Metro, à Ok. l'époque où il avait fait le morceau là. Beautiful morning, the sun, no, no, no. Ah oui. De Kanye, là. Ouais, Quel prod de fou. ouais. Mhm. Et donc j'arrive et je remplis le club, 2000 personnes, Bruxelles, Quinry quoi, un Américain. Tu connais ton gars. Voilà. Et donc je remplis ça. Et j'ai toujours voulu avoir ce truc parce que je fais des soirées depuis que j'ai 16 ans. Ouais, ouais. Et donc en fait, j'ai toujours voulu en fait créer des écosystèmes. Ouais. J'ai mon bureau à Bruxelles, j'avais bon après on en parlera peut-être un peu plus tard, j'avais mes studios là au Sablon et puis un peu comme les Quinry à Atlanta, ils ont leur strip club, il y a un moment où t'écoutes ton shit Chez toi, et en club. et t'écoutes ce Que qui tu se fais. passe. Ouais, ouais, You know? ouais. Donc moi en fait, j'avais créé un peu mon Ton petit écosystème. petit écosystème. Ok. Excuse-moi, on est parti un peu. Non, écoute, on est là pour ça. Hein. et du coup, à ce moment-là, tu n'as plus de rentrée d'argent via Stro. Si hein. Si? Enfin, quand tu termines en fait Oui, avec, oui. avec un artiste, t'as un sunset. Oui, voilà. T'as un deal qui fait que, bah voilà. Tout ça, c'est important. Pendant X années, bah tu continues Continue. et ça devient dégressif. Ouais. Et donc voilà, j'ai continué à gagner de l'argent jusque 2000. Enfin, jusqu'à longtemps. Ok, d'accord. Parce donc- que ça, c'est important. Ouais. Parce que souvent, les artistes, les managers ne sont pas au courant de ce genre de clauses. Et c'est important quand, par exemple, si tu travailles avec un artiste et tu as beaucoup donné, par exemple, toi, en l'occurrence, tu étais là au début, Ah. et puis après, ça prend, et puis pour X raisons, soit tu veux changer d'équipe ou il veut juste arrêter la musique, toi, derrière, c'est pas une rupture nette. Ouais. C'est important aussi de mettre ce genre de clause. C'est ça, Dans- big manager. Voilà. C'est pour Dans ça ton qu'on est là. contrat, toujours négocier ton sunset. Exactement. Et là, tu négocies la durée, tu négocies le pourcentage, c'est dégressif, vous mettez d'accord, et puis voilà. Voilà, Parce que ça, c'est important aussi. c'est ça. Tu vois. Donc voilà, ça te permet du coup de continuer à avoir. J'investis, je trouve une pépite là à Gand, parce que j'ai toujours eu ce truc, tu sais, Ouais. le pays il est un peu divisé en deux. Ouais. Je l'ai vu même à l'époque de Stro. Ouais. On est numéro 1 en Belgique francophone. Ouais. Et la Flandre, ça vient quand? On fait le tour de l'Europe, Ouais. numéro en Italie, en Espagne, au Portugal, en Suisse, en Autriche, en Allemagne. Et en fait, un an après, on revient en Belgique et on devient numéro 1 du côté flamand. Ok. Donc c'est deux pays, enfin, Ouais, c'est on est deux- ouais, un ouais. pays, mais c'est deux pays. Je pense qu'on a ouvert beaucoup de portes après pour les autres. Clairement. Et donc, c'est quoi que je voulais dire après ça? Donc, j'ai toujours été attiré par les Flamands. Ouais. On a bossé même. Il y a une grosse boîte de production qui s'appelait Caviar, qui était à Bruxelles, Mhm. qui nous a fait Papa Outé, Mm. qui nous a fait Tequiero, avec lequel on a fait les plus beaux clips de Stro. On les a fait avec cette boîte-là, qui était. Enfin, les plus beaux clips, on les a fait souvent avec des boîtes flamandes. Ok, ouais. Et donc, moi, j'ai toujours été attiré par eux. Je sais pas, moi, je les trouve un peu quinri, en fait. Ouais, mais c'est clairement que des caries par rapport à. Ah, Joe, il regarde la télé, frère, et c'est en anglais. Ouais. En anglais! Ouais. Et c'est sous-titré, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est en anglais. Donc les gars, voilà mon petit, parce que voilà, moi je suis marié à une femme flamande, mais en fait mes petits ils parlent anglais. Ouais. Et ça parle anglais, bro. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait ils sont, dès leur plus jeune âge, ils sont exposés à ça. parler 3 langues. Ouais. Et donc l'anglais, et donc moi je vois cette partie-là, je vois un petit gars qui s'appelle Bringham qui était hyper talentueux. Une star. Une espèce de une star, une espèce de Kanye West avant l'heure. Et on fait un EP ensemble qui se passe bien. Et après, bon voilà, un truc congolais, des fois c'est un peu difficile, hein. Mm. Hein, l'ego, l'orgueil, le machin, c'est un peu difficile. Donc après, il a fait son bout de chemin. Moi là-dessus, grâce à Caviar, parce que bah voilà, je suis quand même un mec, enfin j'espère attachant. Caviar me dit ah putain Dimitri, il y a Adil et Bilal qui sont un peu les nouveaux réalisateurs stars. Ils ont fait un film et on veut les produire. Et ils veulent faire un film sur les bandes urbaines. Ouais. Donc là, bon, c'est un sujet que je connais. Hein. Mm. Bon, Une adolescence mouvementée. Hein. bon négué. Et après, bon, hein, les gens qui savent. Voilà, N'est-ce pas? ça a été un peu mouvementé, le surfeur. Hein. Bref. Et donc, là-dessus, je propose de faire
de faire la BO du film. Ok. Et donc, qui se passe hyper bien. On amène un mec que j'aime beaucoup aussi, qui était ce côté, qui avait été repéré par Booba, qui était John Scruppy. Ouais. Enfin, j'ai John Scruppy, Damso, à l'époque, Lasmala, c'était chaud. Ouais. Je mets Bring Him, évidemment, c'est le premier son de la tape. Avec Nixon, d'ailleurs. Où tu as sorti une grosse Maybach pour le clip. Oh, putain, c'est vrai, en fait. Et les fumigènes qui... Il faut raconter le Ouais, non. raconter le clip. Ouais, non, oh là là, quel moment. Donc, en gros... Tu te souviens Je me souviens qu'on a dû arrêter parce que... En fait, c'est là où une des premières... Ouais, une de tes grandes dingueries, c'est en gros, on fait donc Dimitri nous appelle pour la BO. Il dit ok, on va faire le morceau avec Bring Him. Donc Nixon et Bring Him font le morceau. Ok, il nous dit on va faire un clip. Chronologie. Premier morceau de l'album. Et il nous donne l'adresse. On arrive, studio, photo immense, tout blanc, magnifique, figurant un set vraiment... Video Vexen, d'Hollande. Vraiment à l'américaine, vraiment. Donc, tout est carré. Et à un moment, on dit... Mais j'ai pris... Voilà. Parce que c'est ça mon problème aussi, c'est que j'avais pris, à ce moment-là, bon, après, c'est peut-être pas important dans le truc, c'est que j'avais pris... À l'époque, il y avait une super soirée qui s'appelait La Basement, et même Damso a fait un morceau... Oui, Basement, ouais. Comment faire un tube. Et en gros, j'avais un mec qui s'appelait Andy, que je trouvais hyper fort, et en fait, il n'avait jamais fait de clip. Ouais. Il était pas encore... il était pas encore celui-là où il est. Et donc là, on arrive. Et en soi, ça se passe relativement bien. Le playback est cool. Nanana, et puis à un moment, on entend un gros bruit comme ça. Et puis on tourne la tête. Dimitri Boré qui commande une Maybach. Je suis un Américain. Et on se regarde tous. On se dit, bon, ouais, non, vraiment, à l'américaine. Vanguard. Et donc, du coup, la voiture arrive. Bon, tout le monde, enfin, le clip est toujours sur YouTube, hein, donc allez le voir. Et donc là, le playback se passe bien et tout. Et puis, comme on est toujours dans la surenchère, et chez moi ou toi, tu sors cette brillante idée des fumigènes. Et donc, tu sors les fumigènes. Mais moi, j'étais en mode carnaval de Kanye, supporter. Et en fait, donc, tu vois, voilà, on dit, on fait une prise avec les fumigènes. Pardon. Et là... Pardon à toi, je sais même plus comment tu t'appelles, mais pardon. Il ouvre. Jo. Et là, ça donne très bien l'image. Après, enfin bref, oui. Mais, fin de tournage, parce qu'on peut plus rien tourner. Il y a le set est orange ici, genre là. En fait, on a des super belles images au ralenti, mais en fait, ce sont les dernières images du tournage, en fait. Et là, on part tous et puis on se dit, écoute... Merci pour ce moment. Merci. Mais ça, c'est genre 20 000 euros de... Ouais. Oui. Excuse-moi, vraiment, vraiment. Et il m'a rien demandé, frère. Putain, franchement, si tu me vois, frère. Manifeste-toi, parce que merci. Mais bon, c'était une des premières bêtises. Ah là là. Boréade. Ouais, vraiment. Ça, là, c'était du... Et donc, j'avais kiffé, moi. J'avais kiffé. C'était un grand moment. C'est un truc où... Voilà. Et le projet, en plus, était cool. Le projet était cool. Il y a Romano Daking aussi dessus. Il y a une de mes performances préférées de Prinsley, le refrain de Problème. J'adore ce refrain. C'est vrai ? J'adore ce refrain. J'adore. Il est incroyable. Ce projet-là, qui donc du coup est lié au film. Black. Et ouais. Mais à ce moment-là, tu ne te focalises que sur Bring Him ? Ouais, il y avait Bring Him, j'avais signé Aiko en édition. Ouais. Bon, je faisais mes événements. Ouais. Et c'est le moment où je commence à manager. Il y avait 4 niggas à manager Loïc Notet. Ok, d'accord. Et là, comment t'es structuré ? T'es toujours tout seul ? C'est trop à l'époque. Enfin, Polo, il aimait pas. Donc j'avais 2 boîtes. Ma première que j'avais créée en 2010, et puis je crée une nouvelle qui s'appelle Vanguard. Et en fait, il voulait que ce soit distinct. Ok. Et donc, sur la deuxième société, je fais mes trucs de management et mes autres artistes. Ok. Pour pas... Voilà. Parce que souvent, je sais qu'il y a... T'es pas le premier. Enfin, c'est pas le premier cas parce qu'il y a d'autres artistes qui ont souvent ce problème-là, parce qu'ils sont managés par la même personne et que mais les artistes ou les projets ne se ressemblent pas, ils veulent pas forcément être liés. Mais toi aussi, en tant qu'entrepreneur, t'as le droit aussi d'avoir tes choix et tes trucs sur le côté. Je sais pas, avec le recul, franchement, je sais pas si je dis une dinguerie, mais
Manager plusieurs artistes, c'est très très compliqué. Oui et non. Je suis pas forcément d'accord parce que pour moi, en fait, pour moi, le management, ça Parce qu'il y a des trucs entre eux aussi. Ouais, mais ça, tu sais pas. Ouais, mais ça, Après, il y a quelqu'un que peut-être. Mais toi, déjà, c'est parce que tu ne l'as pas parlé. Ah, si. Ok, d'accord. Mais pour moi, c'est. Il a vu en bizarre. Et même après, derrière, entre les autres, il se voit en bizarre. Ouais, mais pour moi, c'est. Alors que moi, en fait, dans ma tête, je me dis non, je crée une équipe d'Avengers. Ouais. Mais en fait, il y a personne qui se donne. Bah pour moi, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que. Je sais pas, peut-être que je suis pas été assez. Non, moi, je vois plutôt ça comme. Tu sais. Bah, donne-moi un exemple. Tu prends une équipe de foot. Donne-moi un exemple d'un manager qui a un roster de plus de deux artistes et où ça se passe bien. Stinson, le frère de Franglish. Il a fait. Il n'y a plus que Franglish. Oui, il a eu Jiménez, il a eu Caris à un moment. Ouais, mais je veux dire, quand il les a eus, ça. Mais ça marche à un moment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait réfléchir à trouver un truc où. Comment est-ce que ça peut fonctionner sur le long terme? Après, je pense que ça dépend des profils et ça dépend après, aussi... voilà, peut-être que ce genre d'émission aussi, ça fait comprendre que, en fait, en tant que manager, évidemment, tu vois, quand t'as un artiste qui a envie de faire une pause et que normalement le manager, bah voilà, il n'a pas forcément les droits intellectuels, etc. Ouais. En fait, lui, il doit continuer. The show must go on. Oui. Donc moi, j'ai besoin d'avoir d'autres artistes. Et puis ça déjà, oui. Et après, bon voilà, évidemment, bon après c'est peut-être plus dans l'intérêt du manager, mais c'est que les artistes puissent profiter aussi de l'aura de tout ce que j'ai fait. Ça oui, mais pour moi en fait aussi c'est que moi ma vision. Mais le premier artiste, on en a rien à foutre. Ouais, mais ça c'est quelque chose. Après, mais ça c'est l'ego des artistes. Ça c'est le. Mais moi je l'ai eu. Oui. Je le dis. Mais ça nobody accepted it. Ouais, mais ça c'est parce que je sais que par exemple pour le cas d'un autre artiste. Mais donne-moi un exemple. Josh, mais non. Mais Josh, il a plusieurs artistes, non? Avec Franglish là seulement. Il a pris Take a Mike, on va voir combien de temps ça va. Non, Take a Mike, c'est fini déjà. Ah ouais. C'est déjà fini? Ouais, c'est fini. Ça marche pas? Ouais. Ou peut-être, voilà, je sais pas si tu feras un prologue après, machin. Ouais, non, mais en tout cas, je trouve que... Pour toi, c'est un manager, un artiste. Moi, je veux juste, les gars, face cam, moi, je veux juste trouver le Messi et le Ronaldo du bail. Je veux juste trouver un compétiteur qui est comme moi. Viens, on y va. Drake, chaque année, il sort un album. C'est ça que je veux. Ouais. Si tu veux dormir, t'as envie de faire des pauses, peut-être que c'est pas pour moi. Okay. J'ai envie d'attirer des gens qui sont comme moi. Okay. Après, évidemment, ils vont tous avoir la bouche. Ah oui, machin. Ah oui, je vais faire ça, Dimitri. Et puis, en fait, au final, ça dort et ça va pas au studio ou ça fait les vampires, ça se réveille à des 16h, alors que tu vois, nous, on est réveillés depuis 6h du matin. On cogite, ça avance. Ouais. On a d'autres vies, frère. Ouais. Je fais combien de métiers en une fois? Ouais. Donc toi, tu veux persuader... Donc pour toi, je pense, je sais pas, en discutant de Big Manager, et peut-être que tu en discuteras avec d'autres gens, je pense que en réalité, un artiste, et donc voilà, moi après, il faut avoir l'artiste qui me corresponde aujourd'hui, c'est que j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me corresponde et qui let's go for it. Mais donc toi, tu es persuadé un manager ne peut s'occuper que d'un artiste. Ouais, parce que il y a l'orgueil, il y a l'ego de l'artiste, il comprend pas. Ou après, voilà, il faut bien discuter avec eux. Mais parce que moi, je pense, en vrai, c'est un peu comme parce que moi, c'est un accompagnement. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si je travaille avec toi, tu n'as pas les mêmes besoins que un autre artiste. Tu vois, et que donc du coup moi déjà ma première conversation quand quelqu'un veut que je parle avec, que je travaille avec quoi, c'est ok, quels sont tes besoins, tu vois, quels sont tes besoins, parce que toi il y a des artistes, déjà t'as un rappeur, c'est pas les mêmes besoins qu'un beatmaker, c'est pas les mêmes besoins qu'un DJ, c'est pas les mêmes besoins, et en fait pour moi c'est vraiment juste une question de ok, en fonction de tes besoins. Frérot, en vérité moi je donne ma vie dans ce truc. En fait, oui. Mon rôle de manager, en fait, il est hyper hybride. En fait, j'arrive même pas à donner une définition en fait de mon travail, parce qu'en fait, il y a tellement l'humain. Ouais. Et en fait, je me rends indispensable et je veux te faire briller en fait, en vrai. Tu vois, on part quand même de talents qu'on a envie d'amener quelque part. Ouais. Mais moi, je suis pas d'accord. Et donc moi, il y a un côté très scolaire dans ce que tu dis, et peut-être que c'est ça aussi qui fait que je suis un peu un surfeur. Ouais. C'est qu'en fait, j'y mets aussi tout mon cœur et mon énergie. Et en fait, il y a aussi l'humain. Oui. C'est pas juste un cahier il y a pas juste le cahier des charges et ok, on va faire ça. Non, allez. Je suis pas d'accord. Dimitri, à un moment, c'est un métier. Ce que je veux dire, c'est que même si tu l'aimes,
t'aimes le projet, tout ce que tu veux. À un moment, moi, au début, je faisais ça. Je donnais beaucoup, tu donnes. C'est peut-être ça qui m'a perdu un petit peu. Et à un moment, je dis, en fait, quelqu'un qui va me dire, ouais, mais toi, moi, un manager, j'ai besoin qu'il puisse faire ça pour moi. Je dis, ok, c'est bien, c'est ton besoin, mais en fait, moi, je peux pas te le faire. Je peux, même si j'aime ta musique, je crois au projet, ou alors, tu sais quoi, on s'accorde sur, vas-y, moi, je peux te donner ça. Ça, c'est ça que je te donne. Ça, c'est ce que je veux faire. Parce qu'au final, parce que le jour où ça s'arrête. Il y a là qui m'a bouffé, là. Hein? Qui a eu un énorme tube mondial. Là, il y a une là qui m'a bouffé. Bon, ça a duré 6 mois, mais elle m'a bouffé. Mais. Isolt, elle m'a bouffé. Oui. Il a envoyé un contrat et tout, machin, pendant 6 mois. Première partie d'Angèle. Ça se passe hyper bien. Ça m'appelle toute la journée. Même avec ma femme, il y a eu des discords à la maison. Et en fait, au final, elle m'a pété dans les mains et c'était trop. Ouais. Pour moi, c'est... Après, je pense que aussi, si tu veux manager quelqu'un, après, moi, je donnerai plus mon temps à n'importe qui. C'est important. C'est que j'y crois parce que quand tu crois, en fait, à la vision et voilà, je ne ferai pas un truc, voilà, je sais pas, moi, j'écoute pas d'art rock. Ouais. J'écoute pas du métal. Enfin, faut que ça te parle, quoi. J'écoute pas, les trucs un peu trop, pas pour nous, tu vois. Mais du coup, est-ce que tu... My man, I'm sorry, mais ça, c'est pas pour moi, tu vois. Oui, mais du coup, est-ce que toi, il te faut... si tu dois travailler avec quelqu'un, il faut que le projet te parle, mais il faut que l'humain aussi. Mais c'est un métier de taré, parce que regarde, au final, en vrai, je suis un fou. Ouais. En fait, je suis un baiser, en vrai. Ouais. Toi, à part ma vie ici, avec tout ce que j'ai fait, avec les succès, les défis, les rebondissements, en fait, il faut un taré, tu vois. Ah. C'est ce que je disais au début, c'est... Autant être producteur d'artistes, c'est un sport de riche, mais être manager, c'est pas pour les faibles, mentalement. Mais tu dois pouvoir, à un moment, toi, en tant que manager, pouvoir faire la distinction et te dire, vas-y, je donne pas. Après, le business model, et c'est ça que je veux en parler aussi, c'est que aujourd'hui, je pense qu'il faut être partenaire de l'artiste. Ouais. C'est important. Et ça, il faut que l'artiste comprenne aussi. Voilà. Ici, tu travailles avec, après, tu travailles pas pour. Après, le problème, c'est que le manager, en fait, la porte d'entrée, la barrière d'entrée, elle est quasi nulle. En fait, pour être producteur, il faut avoir des talents, il faut avoir de l'argent. Ouais. Mais en fait, manager, tout le monde peut devenir manager. Donc en fait, il y a des managers pourris. C'est quoi Nuls. C'est toi pourquoi Nuls qui pourrissent. Même des gens qui parlent sur moi, tu dis mais Joe, qu'est-ce que t'as fait en fait? Et qui vont parler en fait parce qu'ils sont jaloux de toi, qui se disent ah mais putain Boré c'est un requin, caca. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Moi on voit qui je suis. On voit que Dim c'est un passionné en fait. Il est transcendé par son bail. Évidemment qu'il veut faire du business. C'est un Américain. Il veut faire du business. Mais tu vois, il y a des gens qui sont doux, qui cachent leur jeu, machin. Et puis, moi, je suis pas comme ça. Mais donc, ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut réfléchir. Il faut redonner une définition aussi au rôle de manager. Pour moi, en fait, il doit être le partenaire de l'artiste. Tu donnerais quoi comme piste? Mais comme je disais aussi, pour l'artiste aussi, hein, vous aussi, là, on vous voit comme ça. Il faut aussi que eux ne donnent pas aussi leur confiance à tout le monde. Parce que la barrière d'entrée pour devenir manager, tout le monde peut devenir manager. Ouais. Mais des bons managers, il n'y en a pas beaucoup. C'est quoi un bon manager pour toi? C'est quoi les qualités requises? Par exemple, toi, imaginons tu es un artiste et, comme tu dis, la barrière d'entrée, elle est nulle. Je sais pas, parce que, après, moi, je suis quelqu'un... Enfin, je pense pas que je suis plus malin que personne. Je pense que je suis quelqu'un de curieux et qui veut apprendre. Ok. Après, moi, un bon manager, normalement, il a un réseau. Ok. Mais moi, quand j'ai commencé, j'avais pas de réseau. Ouais. J'ai été curieux. Et en fait, avec la créativité de mon gars, on a créé un réseau. Leverage. Ouais. Et après, les gens, quand t'es bon, en fait, les gens, ils viennent. Ok. If you're good, people good, who have taste, les gens qui ont du goût, ils viendront vers toi. Mais comment est-ce que toi, tu vas leur définir quelqu'un qui n'a pas de réseau, mais donc, qui a probablement c'est ça ma problématique, c'est qu'il y a plusieurs définitions. Parce que moi, pour moi, normalement, un bon manager, il doit avoir un réseau. C'est vas-y, je t'appelle, ok, you can make me a deal, tu vas me faire signer avec un tel, tu vas me trouver une équipe. Et normalement, c'est quelqu'un qui a un bon réseau, qui est carré, qui a une vision qui corrobore avec la tienne, qui est quand même à la page. Ouais. Parce que, je sais pas moi, le manager de Lara Fabian, hein, ou le manager des Dirk, je sais pas, les gens des années 2000, c'est pas la même chose qu'en 2025. Ouais. Et même pour moi, gros. Enfin, tu vois, j'ai eu un succès, le plus grand succès que j'ai eu, c'était en 2013. Après, voilà, 6 million records sold. Mais ce sera jusqu'à la fin de ma vie, même, jusqu'à l'infini. Mais ce que je veux dire, c'est que
Un réseau, c'est important, mais il y a plusieurs définitions, parce que comme sur Stro, pour mon cas, j'avais pas forcément de réseau. Mais est-ce que toi, par exemple... Mais ma créativité, ma curiosité, et le fait que, voilà, j'ai pris une caméra, je me suis rendu indispensable. Ouais. Putain, je faisais mes soirées à la con, là. Enfin, à la con, pardon. Je faisais mes soirées, et en fait, j'ai rencontré Vince Bold. Vince Bold, c'est le mec qui fait toutes les covers de Stro. Il fait toutes les covers d'Angèle. Il fait toutes les covers des plus grands. Donc, j'ai découvert des talents. Exact. Plus loin que simplement la musique. Mais du coup, moi j'ai une question. Est-ce que toi, par exemple... Oui, non, je comprends. Qu'est-ce que tu prends du nectar de... Tu vois, mais par exemple, est-ce que tu le prends... Tu vas juger un manager à ses résultats ou à ses opportunités? Ses résultats ou ses opportunités? Ouais. Parce que je peux avoir un réseau et je peux avoir la possibilité de... Ouais. Et tu vas pas activer... Mais, je veux dire, j'ai beau appeler, envoyer des mails, lui serrer la main, mais au final, il n'y a pas de résultat. Ouais. L'artiste, lui, va juste dire, ouais, mais tu m'as dit que tu connaissais le mec. Après, c'est ça aussi, il y a un truc un peu faussé sur le truc où, vas-y, en fait, je signe en maison de disques, ils vont tout faire. Je signe avec un manager, il va tout faire. Non. Moi, je t'accompagne, en fait. Voilà. Moi, je suis t'es le fuel et moi, je suis l'explosion qui fait que, tu vois, donc t'as besoin d'avoir de la matière. Ouais. Tu veux pas juste, tu vois, quand je récupère Loïc, il fait l'Eurovision, il y a un peu de gaz. Ouais. Et en fait, moi, j'en fais un truc encore plus grand. Et d'ailleurs, c'est bien que tu le mentionnes. Comment est-ce que tu tombes sur Loïc Notais. Il y a mon petit gars, là, Alex, qui me dit, ah putain, Dim, il y a un... Quel Alex? Alex Germis. Avec qui tu as travaillé aussi un peu, non? Ouais. Ok, ouais. Et puis, il y a mon mentor, Stéphane Morio, qui me dit, Dim, le petit là, il faut que tu le signes. Okay. Parce qu'il a un truc qui transcende, il se passe un truc. Ouais. Et moi, voilà, je voulais pas forcément aller, parce qu'il était dans les télécrochets, et j'avais un peu des avis... négatifs, péjoratifs. Ouais. Et c'était en quelle année, ça? 2015. Ok, d'accord. Donc, juste un peu après... Black, c'est quand? 2015 aussi. Ok, d'accord, à la même période. Ouais. Ok. Et à ce moment-là... C'est beaucoup de trucs, hein. Voilà, non, je vois. Malheureusement, je communique pas, il faut que je m'y mette, mais... C'est important. C'est important. Parce que l'expérience... C'est important déjà de que tu... Enfin, que tu montres ce que tu fais, ton expérience et tout. C'est la peur de... En fait, je veux arriver avec quelque chose de plus gros que ce que j'ai fait dans le passé. Ouais, mais en fait, ça n'arrivera pas. Déjà, t'es pas sûr, mais pour que ça arrive, il faut que... Tu vois, je veux dire, tu peux parfois faire un grand coup, et après, de l'autre côté, tu fais plusieurs petits coups qui vont valoir d'une certaine manière... Tu vois, genre, si tu attends toujours d'avoir un deuxième Stro, ça ne reviendra pas, tu vois. Mais c'est clair que si on voit en fait que, ouais, mais en fait, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Sur lequel je travaille là maintenant, je pense que ça peut être plus grand que ça. Ouais. Mais c'est important d'en parler quand même. Bah, tu vois, je trouve ça un peu, parce qu'on me dit, mais Dimitri, ouais, un truc comme Stro. Ouais, voilà, c'est bon, le chapitre est clos, il n'y a pas de problème. Là, on est dans un autre chapitre de ma vie. Ouais. Tu vois. Mais du coup. On est dans un autre prime. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, ouais. Et donc, ce que je veux dire, c'est que qui tu es, toi, pour me dire que tu n'auras pas un autre succès comme le frère? Tu sais pas que là, en fait, on est en train de manigancer un truc qui va, en fait... tout péter. Tout péter. Ah ouais. Tu vois, j'en ai marre un peu d'avoir des gens qui avec ces croyances un peu limitantes, te disent « Ah, mais non, mais tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Regarde ce qu'on a fait, deux Tismé, un Deezer et un de Boxtal, qu'est-ce qu'on a réussi à faire Tu vois ce que je veux dire? Mais quand je veux dire un deuxième... Quand je dis un deuxième Stro, c'est pas ça, ton prochain projet peut être plus grand, mais je dis c'est pas rechercher à refaire la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est que par exemple, tu vois, ce que je pense que par exemple certaines personnes ont pu penser par exemple avec Loïc Notet, c'est que il y avait un peu cette recherche de il y a aussi cette espèce de singularité musicale, physique, artistique. Enfin, tu vois, clairement, il y avait une inspiration, je pense, en tout cas de son côté, tu vois. Et après, toi, tu sors de là, et les gens t'ouvrent toutes les portes parce que, en fait, il nous aura, entre guillemets, je pense que dans les labels, les gens se disent, Dimitri nous amène le deuxième Stromae. Tu crois? Je pense. En tout cas, je sais que j'avais déjà lu des trucs comme ça qui disaient, limite, heureusement, entre guillemets, pour toi, que derrière, tu as travaillé avec d'autres artistes, et les John Scrippy et les Bring Him, pour que les gens ne te cataloguent pas comme en fait c'est un agent il prend que des artistes un peu dans ce style-là, tu vois. Et quand tu commences du coup à bosser avec Loïc Notet, donc c'est quoi le contexte? Donc
Stéphane, tout ça, tout le monde te dit, ouais, vas-y, travaille avec lui. Je le vois en interview chez moi, là, dans mes bureaux. Et... Ah, tu le fais passer une interview? Enfin, comment dire. Non, c'est bien, c'est un job. Enfin, un entretien, vous discutez, quoi. Il voit, lui, il voulait. Bah, il voit que, parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent le manager, mais il voit que le mec qui a tout explosé l'année dernière veut travailler avec lui. Donc, il dit, bah voilà, il y a même pas débat, vas-y, viens, on y va. Okay. Donc, il me suit. Ok. Et là, c'est quoi? Il est signé chez Sony Belgique. Ouais. J'arrive à le faire signer en Sony France parce que je vais avoir plus de moyens. Ok. On fait ce qu'on veut. On fait un chouette petit album qui s'appelle Séphocratie. Là, je décide de devenir producteur des spectacles. Aïe. Pourquoi? Bah parce que je me rendais compte, je me disais, putain, en fait, souvent, tu sais, ces grosses boîtes, c'est des étiquettes. En fait, comme je l'ai dit au départ, c'est que c'est des humains. Ouais. En fait, moi, je dois juste aller chercher un putain de directeur de prod qui joue un peu mon garde-fou. Tu connais ton gars un peu malade, un peu américain, machin. En fait, j'avais juste besoin d'avoir quelqu'un qui puisse traduire et même un directeur financier, dire vas-y, dis-moi en fait doucement. Ouais. C'était ça, parce que je suis tombé sur un imbécile. En fait, c'est ça aussi le problème, c'est que il y a des bons, il y a des mauvais managers. Enfin, donc comme dans tout, il y a des bons et des mauvais managers. Et puis moi, voilà, j'étais avec un imbécile, parce que moi j'aime bien, je sais pas, j'ai un peu une relation un peu bizarre avec les gens qui sont un peu plus âgés que moi. Et voilà, je leur mets un peu je les vois un peu en sage. Ouais, parce qu'ils sont plus wisdom. Ouais. Parce que moi, en fait, je pense que ma forme ultime sera comme Tortue Géniale. Ok, d'accord. Tu vois, on a pu dire Vegeta, machin, parce que voilà, il y a plus. Non, mais t'es tellement vieux, t'as la sagesse, t'as toute ta sagesse, Tortue Géniale. Mais tu vois comme il est un peu bête. Tu vois comme il est un peu. Je me vois un peu en Tortue Géniale, et c'est lui qui a appris le Kamehameha à Sangoku. Donc Sangoku, si tu es là, c'est ça, le truc. C'est putain, en fait, le frère, en fait, il se met. En fait, c'est pas lui, il est pas le devant de la scène, mais Joe, quand même. C'est grâce à lui, quoi. Joe, je t'ai appris à faire le Kamehameha. Ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il est un peu bête, un peu, tu vois. Et donc, bref, la sagesse, enfin voilà, pour moi, j'ai un grand respect pour les gens comme ça. Et bref, je tombe sur ce gars, je fais une prod à 500 000 €, je vois trop grand, parce que je sors d'un truc énorme avec... Mais d'où tu sors ces 500 000 €? Bah, moi, c'est mon argent. À toi? Ouais. Ok, donc c'est même pas l'argent que vous avez réussi à... Non, c'est parce que c'est moi qui les paye à la fin. Ok. Je lance le truc, je prends une salle ici à Bruxelles, 14 000 € de catering, je mets du vin, fian. Quelle salle? Une salle ici à Scarbeck. Ok. Pas très loin ici. Ouais. Donc je fais un show, quoi. Ouais. Enfin, je crée la scénographie, mais ça m'a coûté, je crois que ça m'a coûté 100 000 balles. Ok, ouais. Juste pour faire la créa. Ouais. Alors qu'en fait, ce que je devais faire, simplement, et c'est pour ça aussi que, bon voilà, on apprend de ses erreurs, c'est que, et c'est ça mon plus gros défaut, c'est que je suis mégalo. Ouais. Je vois trop grand. Ouais. Et en gros, en fait, j'ai mis trop d'argent. Alors que ce qu'on aurait dû faire, c'est mettre notre ami sur scène, 2 musiciens, 3 douches, et simple, et tu montes. Ouais, mais parce que finalement, c'était ça. Moi, j'ai fait un truc d'aréna, frère. J'ai fait un dessin animé pendant 1h30. Il y avait, les gens étaient sur des plateformes. Les gens étaient sur des plateformes qui bougeaient tout seuls. Donc il y avait une télécommande, la fumée sortait. Frère, tout ce que j'avais appris avec l'autre, je l'ai mis et j'ai fait. Ouais, mais en fait, le problème, ce que tu as fait. Mais en fait, ça a marché juste en Belgique. Ça a marché juste en Belgique. Et en fait, au final, moi, je voulais faire une tournée en France. Ouais. Et en fait, on remplissait pas des salles de 6 000, 8 000, 10 000, 12 000, 15 000, 20 000 personnes. On remplissait des salles de 1005. Ok. Et donc, voilà, moi, j'ai fait des créas de malade mental. Parce que voilà, c'était important pour moi. Et c'est ça aussi, un bon manager, c'est d'y croire et de fédérer, quoi. Vas-y, allez, go, on y va. Parce que souvent, au début, les gens, ils sont pas au courant. Ils disent, ah, putain, ouais, mais t'es sûr, Dimitri, moi, j'y crois pas. Non, si t'es pas sûr de ton artiste, bah les gens ils vont pas te suivre non plus. Mais est-ce que ce côté mégalo a été boosté par les records de vente de tickets de Oui, 27 minutes, tu fais deux AB, en 48 heures tu remplis un forêt national. Donc évidemment moi je me sens pousser des ailes et à cette époque-là on m'appelle Midas. On m'appelle Midas. Ok. Tout ce que je touche devient de l'or. Ouais.
Mais non, en fait, c'est un truc grec, c'est Icare. Ouais. Qui monte et qui veut toucher le soleil. Bon, voilà, excusez-moi, le moment un peu philosophe à deux balles, en bon congolais que je suis, j'étais obligé. Mais voilà, je me suis brûlé les ailes. Ok, d'accord. Mais du coup, parce que tu vois, ce que je trouve assez paradoxal. Mais c'est ça, je suis paradoxal, frère. Avec le parcours, c'est que tu vois, regarde, t'as eu la chance d'avoir le parcours, vraiment. Non, c'est pas de la chance. Non. Quand je veux dire la chance, c'est que ton premier client, ou ton premier partenaire, on va appeler ça comme ça, partenaire, ton premier partenaire, c'est un carton international. Oui, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que tu as la chance justement avec ta première expérience, ton premier partenaire, c'est de voir l'évolution. Donc vous commencez de la chambre. Vous faites les petites salles. Non, vous faites les petites salles, vous faites chic, et en fait, toi, quand tu prends ta nouvelle expérience, c'est à cause de lui. Tu te bases sur la fin de ton expérience. On était comme lui. Mais non, parce que au début avec Stro, on avait un truc. À l'époque, ça s'appelait le mapping. Ouais. Donc en fait, tu t'envoies des comment on appelle ça, des projecteurs sur des formes. Ouais. Mais frère, le premier show de Stro, c'était déjà incroyable. À l'époque, on avait déjà mis plus de 100 000 euros pour un mec qui était vu comme un one-hit wonder. Donc en fait, moi, j'avais déjà dans ma folie... donc pour toi, c'était la norme. C'était la norme. Folie, et dans le truc où j'étais avec mon gars, je dis non, ils vont payer. You're gonna do it. Ouais. You're gonna do it. Et les frères ils ont mis l'étal, ils ont mis les 150 000 balles pour créer ce show. Mais ils savaient pas où ça allait aller. Mais pourquoi est-ce que donc moi, c'est aussi ça, c'est là où j'étais fort, c'est que putain, Dim, vas-y, t'es avec moi, t'es l'interface, vas-y, you wanna go for it, vas-y, go for it. Mais pourquoi est-ce que du coup, on a toujours été avant-gardiste, même le premier show de Stro, quand tu vois les images sur Internet ou sur le web, c'était déjà incroyable. Donc moi, en fait, dès le départ avec lui, on faisait des trucs incroyables. Ok, mais du coup, moi, ma question, c'est si alors du coup avec lui, vous travaillez avec du coup justement des gens qui payent pour, tu vois, genre c'était Augury, c'est ça, pour produire un spectacle. Pourquoi alors avec Loïc, justement avec ce levier, pourquoi tu mets ton argent, même si tu y crois, pourquoi, sachant surtout l'argent, toi, ce que ça coûte, pourquoi est-ce que tu te dis pas, en fait, je vais faire dépenser cet argent par quelqu'un d'autre? Parce que je voulais être. Tu voulais juste. Je voulais tout prendre. Ok, d'accord. Ouais. Voilà. Ok. Normalement, quand ils font un truc, les producteurs de spectacles, quand tu commençais, en tout cas à l'époque, ils se disent on fait un truc où tu es coproducteur et on fait un 50-50. Mm-hmm. Et après, très rapidement, avec Stro, sur la deuxième tournée, j'ai dit Joe, on va pas faire 50-50. 80-20. On a fait un 80-20, mais normalement, on aurait dû faire même un 95-5. Ouais, parce que je me souviens que juste l'annonce. Joe, juste l'annonce, il n'y avait pas de travail. Ouais. Après, non, les gars, je peux pas dire ça parce que les gars étaient là au début, ils ont mis l'étal au début, et donc je peux pas. Oui, mais ils nous ont accompagnés, donc c'est voilà. Oui, fait. mais que sur la fin, il y avait juste à poster juste sur les réseaux. et tout est rempli. Donc tu aurais pu faire même un 95-5. Ouais. Et donc moi, en vue de là-dedans, je me suis dit Joe, en vérité, moi je veux faire un 90. Ok. Et donc je faisais un 90 avec tout le monde. Live Nation, tout ça, tout le monde me suivait. Voilà. Ok. Et donc là, Loïc, je le perds en 2019. Ouais. Covid, même temps, je perds Iseult, le même jour, horrible. Ok. On devait renégocier le contrat, bam, comme dans un film. On devait renégocier le contrat, bam, 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 bam. Ah, mais en fait, Dimitri. C'était quoi les raisons? C'était la fin, parce que j'avais fait un contrat 3 ans et demi. Et il voulait pas renouveler. Non, j'ai fait un 3 ans et demi, et donc on devait se voir pour discuter de la suite. Ouais. Moi, je pensais on allait continuer. Après, j'avais un peu une boule au ventre, parce qu'il y avait, avec ce truc, comme j'avais vu trop grand, problème aussi, comme je t'avais dit, mon problème, c'était que, comme je veux tout faire, enfin, pas tout faire, mais... T'as du mal à déléguer? Après, quand t'es bon, t'es bon. Et voilà, j'ai dû rattraper la tournée, ça a crispé un peu le truc, tu vois. Okay. La relation, elle était plus la même. Ouais. Donc évidemment, quand ça marche, t'es le dieu grec, mais quand ça fonctionne moins bien, c'est de ta faute, tu vois. Ouais. Donc il y avait un truc où... en plus, on m'a fait des coups de Trafalgar, mon assistant qui a repris après l'artiste. Ouais. Mes gars qui me prennent mes awards dans mon bureau. Mutinerie! Mutinerie! Mutinerie, frère! Ok. Donc mon assistant qui récupère mes gars, t'as mes deux autres petits qui viennent et qui font une mutinerie, qui prennent mes awards, machin. Dans ton bureau? Dans mon bureau. Ok. Bureau, rue Barra. Ok.
Et donc je perds ce jour-là, en plus je perds en mode film quoi, machin, mais en fait Dimitri c'est fini, bah pouf, ah putain il y a Iseult aussi, bam fini, je dis putain merde. Mais filou comme je suis, j'avais déjà préparé la suite, je voulais faire un shift dans mon activité, c'est que je voulais devenir producteur. Musical quoi. Producteur phonographique. Ouais. Et en fait j'arrive à dealer en fait une joint venture avec Sony. France. Ok. Et à ce moment-là... Là, on me donne carte blanche, vas-y. Mais là, en fait, tu te dis juste, je veux produire, mais t'as pas encore J'avais déjà produit les trucs avec John Scruppy, j'avais déjà produit Bring Him, donc j'avais déjà produit à mon niveau. Mais ce que je veux dire, c'est que... Le truc avec Caviar, la BO de Black, j'ai produit moi-même. Mais non, je veux dire, non, ma question, c'est, quand tu vas chez Sony et que tu négocies, est-ce que tu as déjà une idée de qui tu veux signer? Non. Ah, ok. Bien joué. C'est beau. Ouais, c'est beau. Non, franchement. Normalement, c'est... Oui, non, non. Il y a personne qui peut faire des deals comme ça. Oui, non, bravo. Ok, d'accord. On m'a donné carte blanche, parce que voilà, Dim, il a ramené ça, il a fait ça, voilà, c'est Midas. Ok. Tu vois? Et donc là, tu cherches? Et là, je cherche un petit gars, parce que moi, j'aime beaucoup ce que Travis Scott propose. Ouais. Je trouve qu'en termes de visu, sound et clip, le son aussi, ça me parle, et donc je trouve un petit gars où je vois une silhouette. Ok. Tu vois, Paul, il avait une silhouette, Loïc, ils avaient une silhouette, et le mec là avait une silhouette. Ok. Et donc, en fait, il est encore à l'école, et je me dis, bah voilà, encore mon ego a démesuré. Je me dis, ok, ma force, c'est de prendre les gens from scratch et en faire quelque chose. Ok. Et donc, le mec a 1000 followers sur Instagram, il fait des petits trucs, mais vite fait, tu vois. Ok. Et là, je tombe dessus. Je le ramène, on fait des premiers morceaux, on va un peu dans les studios bruxellois, et puis là, je me dis, putain, il manque un truc, parce que je trouvais que, et même encore aujourd'hui, je trouve que les 808, elles ne cognent pas assez. Du coup, c'est à ce moment-là que tu me contactes quand tu demandes pour... Ouais. Que tu me demandes, tu dis, ah oui, j'ai trouvé un gars, tu peux me l'envoyer chez la Mielerie, tout ça. Ok. Mais je trouve que ça sonne pas encore, je sais pas comment... Je trouve que ça sonne pas assez... Ça sonne pas carré. Ouais. Et là-dessus, moi, je trouve un mec qui s'appelle Chucky Beats. Ouais. Et qui vient de Gand. Et donc, je fais les allers-retours. Le petit, un peu... il se met des rastaquaires, il est connu dans la ville pour... et donc, des fois, on a fait l'un des plus gros projets. C'est le premier, il s'appelle Réel. Mm-hmm. Et en fait, on fait des allers-retours à Gand. Et en fait, on a la base qui est créée en fait, avec Chucky. Ok, ouais. Et en fait, je sors un super morceau dont je suis quand même super fier, qui s'appelle Fendi. Ouais. Pour un mec qui n'était pas du tout connu, on fait quand même 100 000 streams la première semaine. Fort. En Belgique, c'est pas mal. Pour info, on parle de Geeko. Parce que je crois qu'on l'a pas encore, on l'a pas mentionné. Ouais. Et en fait, ça se passe bien parce qu'il y a moi, j'aime bien parler en traction et en même temps, donc j'arrive à créer quelque chose. Et puis en France aussi, il y a un autre mec qui s'appelle Chansco, et c'est le début un peu du rap un peu alternatif. Ouais. Avec les voix aiguës et tout ça. Là, ouais. Après, il y a les Khali, et puis il y a les Lafèvre, mais en fait, en figure de proue, ça se dit? Ouais. Oui. Ça se dit, ou je sais pas, en tête de gondole. Ouais, tête de gondole, ouais. En fait, c'était Chansco. Il avait fait un morceau qui avait fait la Fashion Week. Je sais pas si non, je me souviens, Donc, normalement, voilà, il est mis en avant par Mehdi Maizi, et normalement, ça devait être parti. Et puis là, bam, Covid. Sacré Covid. Et du coup, en fait, à ce moment-là aussi, donc moi, on me donne carte blanche. Ouais. Et en fait, je vois tous les, comment dire, toutes les pépites bruxelloises. Donc, je vois Jeune Boss, je vois YG Pablo, je vois qui encore. Enfin, je vois les mecs les plus chauds de la ville. Ouais. Ok. Et à ce moment-là, tout le monde a ses équipes. Voilà, fine. Voilà, on va essayer de créer ce qui s'est passé en 2015. On va essayer de créer le New Brussels. Ouais. Parce qu'en 2015, il y a eu la flopée. La vague qu'on connaît. Hamza, Romeo Elvis, Kaba et Gigi, dans une moindre mesure. Mais voilà, il s'est passé quelque chose sur la Belgique à ce moment-là. Et donc, moi, je pense que j'ai été instrumental, ou l'instigateur, parce qu'à l'époque, Gecko, ça prend. Ok, t'as YG Pablo qui a son morceau À vous, moi, qui est un tube TikTok. Mais moi, en fait, dans la rue, dans le truc, dans la ville, on parle de Gecko. Et puis, t'as Frénétique qui est derrière, qui est un génie. On était un peu devant. Bon, après, les rôles vont s'inverser parce qu'après, il a eu une percée incroyable. Mais c'est ça qui se passe. Et tu vois, je vois les jeunes boss, ils sont plus jeunes que moi, etc. Et on crée, en fait, cette confrérie, en fait, de commission. Ouais. Comme la mafia. C'est important. Hein? Oui. En fait, en vrai. We created a commission. We did. Hein? Et donc, tu vois, avec tous ces gens-là, en fait, on crée ce truc-là et en fait, on se fait des passes entre nous.
Voilà, j'amène YG sur mon projet, Freiné l'a fait 2 fois, je fais ce super parce que je fais réel et après 6 mois je fais irréel, je fais un putain de truc en plein Covid, parce que ça c'est un de mes faits d'art. Ah oui, ton événement pirate. C'est que je fais le C12 et en fait j'arrive à privatiser ce truc-là et en fait je fais une release party, mais en mode avec mon gars que j'ai vu en plus là tout à l'heure qui s'appelle Ryan, il y a un truc en mode où c'est comme une émission. Ouais. Donc, je me souviens. il vient avec la... Tu vois, c'est pas un truc de merde, hein. Ouais, non, c'est pas un truc de merde que j'ai fait, frère. Ouais. Fait petite scène, machin, j'amène des gens de Paname, les gens viennent et tout. Et tu vois, à la base, à cette époque-là, tu pouvais pas être avec plus de... 10, 15 ou un truc comme ça, ouais. Même moins que ça. Ouais. Mais frère, on était à 200. Ouais. T'étais à 200, là, avec du rap, ça fumait, ça buvait. Il y avait de l'Hennessy. En plus, j'étais sponsorisé par LVMH. Enfin, frère, c'était incroyable. Tu vois, et puis, bam... le truc se passe bien, minuit le truc sort, et puis bon, les flics arrivent, tout le monde part, et voilà, c'était incroyable. C'était incroyable. Et donc là, c'est Après, t'as Frénétique qui prend le relais, qui nous dépasse, il a eu une percée incroyable avec Jeune Boss, ils ont fait un super boulot. Il a son Colors qui cartonne, qui explose tout, produit par Chucky Beats. Tu vois, pour te montrer que, tu vois, j'ai ouvert des portes, et c'est ça que je fais, en fait. Ok. Et pour toi, pourquoi est-ce que cette deuxième vague n'a pas pris? Mais on a eu le Covid. Frère, l'humanité s'est arrêtée. Ok, ouais. Moi, je suis désolé, donnez-moi... Non, parce que les gens vont me dire, mais putain, de merde, et puis Stromae... Non. Ouais. Joe, il n'y a jamais eu, dans l'histoire de l'humanité, le monde s'est arrêté. Ok, ouais. Et donc, moi, en fait, comment est-ce que tu te connectes avec ton audience? Si tu peux pas aller dehors. Frère, on faisait des concerts sur Internet. Ouais. Ouais. Ah ouais, super. Ah putain, c'est un métaverse. Ah, c'est cool, là. Ouais. Putain, merde. Ah, les métaverses. Ah, NFT. Oh putain. Ah, ils sont bien. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent, hein. Métaverse, frère. Qu'est-ce qu'ils ont cru, en fait? Ah, on va vivre dans la bille. Frère, mais tu racontes n'importe quoi. Les gens, ils ont besoin de sentir, d'avoir une connexion, d'avoir une communion. Ouais. Et moi, je l'ai pas eu. Ouais. Et donc, moi, tous ces gens-là, Chansco, Gecko, Frénétique... Bon, YG, c'est un peu... il y avait aussi, comme dans le groupe, il y avait Gotti Maras aussi, qui avait un run quand même... Ouais. Il a eu un run quand même qui était beau. Et puis ouais, il y avait Moji S-Boy qui venait de Liège. Ouais. Mais il y avait une petite team, quoi. Une petite team un peu en mode XXL, c'est vrai, tu vois. c'est vrai. Et donc là, après ça, donc Geeko, jusqu'à quand? Donc moi, j'ai fait 3 projets. Après, on a perdu un peu de temps, parce que moi, j'écoute beaucoup quand même les gens. Et à ce moment-là, on me dit, ah, Dimitri, tu fais trop le truc, machin. Et là, je prends un réal, un mec qui s'appelle Chrissy. Ok, ouais. Voilà. Et est-ce que où ça se passe bien au début, et en fait, je trouve que les morceaux sont trop, voilà, ça sonne trop comme lui. Et en fait, comme Chrissy. Comme lui. Et ça se passe mal. Ok, ouais. Et donc, on perd la dynamique. Ouais. Faut, tu vois, on perd la dynamique. Si tu stagnes, en fait, tu meurs. Et ça, c'est la raison pour un moment, tu dis, bon, en fait, ça va plus, quoi. Donc moi, légalement ou contractuellement parlant, on avait encore un projet qu'on a sorti en avril 2023. On termine là-dessus, et puis voilà, c'est terminé comme ça. Ok. Et parce que là, à ce moment-là, là, encore, tu multiplies les casquettes. Là, tu es le producteur, mais en même temps le manager, et... Ok. Le partenaire. Le partenaire. Le partner. Ok. Et ensuite, tu... J'ai toujours fait plusieurs trucs, donc... à ce moment-là, je bosse avec... parce que j'ai toujours eu une vision un peu 360. Ouais. Enfin, je sais pas si tu le vois un peu. Ouais. Enfin, on est dans l'âge des streamers. Ouais, non. Les Kessenat, les Black Boy Max, les Adin Ross. Tout ça, ouais. Enfin, tu vois, j'ai toujours voulu, et même en 2020, j'ai voulu, en fait, dans ma boîte, en gros, Vanguard, ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire une agence de talent. Ouais. Donc, il y avait une verticale pour la musique, une verticale pour le foot. Mm-hmm. Il y a mon gars, mon assistant, qui a fait numéro 10, une verticale pour les créateurs de contenu. Ouais. Mais bon, mon assos, là, il est venu, il a pris la petite, ils ont eu des enfants, et il est parti avec la créatrice avec laquelle je voulais lancer mon machin. Ok, ouais. Et donc aujourd'hui, en fait, je fais plus ça. Et en gros, à ce moment-là, t'as les mecs encore de Caviar, parce que voilà, normalement, quand t'es bon, en fait, on te rappelle. Ils me disent, ah putain, Dimitri, on lance un peu le plus grand musée en Europe de le plus grand musée de l'Instagrammable. Ok, ouais. Donc c'est un grand musée de plus de 1000 mètres carrés où en fait t'as des trucs Instagrammables. Et c'est où ça? C'était à Bruxelles. Ok, ouais. Et en fait, putain, on a besoin de toi pour l'ouvrir à Lille. Ouais.
Moi, je dis, putain, les gars, pourquoi on fait ça à Lille? Il faut aller à Paris, c'est un truc de capitale, fian. Ok, non. Bon, on lance ça à Lille, je fais ça pendant 1 an. Donc, en continuant de faire... Parce que, tu vois, j'ai toujours eu plusieurs casquettes. Et après ça, en fait, t'as Tomorrowland qui vient me voir pour devenir brand partnership manager. Ouais. J'ai toujours eu ce truc un peu de chasseur depuis que je suis chasseur de tête. J'ai toujours eu ce côté où je dois prospecter. Et puis, les marques, c'est toujours important de faire des choses, tu vois, avec les marques pour faire des shows privés ou pour faire des endorsement deals. Donc, je fais Tomorrowland. Et après ça, je me dis, putain... Je me suis posé la question, je me suis dit, putain, mais est-ce que je trouverais pas un taf en maison de disques? Exactement. Ouais. C'est à ce moment-là seulement que tu y penses? Ouais. Et est-ce qu'il y a... Avant que comme je t'ai dit, en fait, le sport de producteur, c'est un sport de riche. Et en fait, voilà. Et personne ne te l'avait proposé avant? Non. Ok. C'est grave quand même. Et là-dessus, en fait, on me propose une position au Benelux. Bon, je connais ton gars. Je me suis pris pour Bill Gates. En fait, ça s'est pas fait. Et puis on me présente en fait les mecs de Avalon qui font Distinct. Je fais la prod exé de leur concert à la Maroquinerie. Après la Maroquinerie, en fait, je leur propose de faire un RP parce que le marché que je maîtrise le mieux, c'est le marché français. Voilà, ils font leur truc, ça s'arrête. Donc après ça, qu'est-ce que je fais? C'était quoi? C'était 2023. Puis en 2024, je signe BKR chez Edier. Mais avant ça, il y a Demna aussi. Demna. Ouais. Comment est-ce que tu découvres Demna? En fait, j'avais ce studio au Sablon, avec qui moi je m'étais associé. Ouais. C'était Bon Baiser. Ok, oui. C'était un peu les nouveaux mecs de la ville. Ouais, c'était hype. C'était 2022. Ils faisaient des trucs en plein air. Ils faisaient des concepts itinérants. Ouais. Je voyais ce que moi j'avais vu en 2015 sur les mecs de Back in the Days. Ouais. Parce que les mecs sont venus de tu vois, c'est pas des Bruxellois. Ils viennent de Charleroi. Ils avaient ce truc. Et ils ont amené un juice. Et je me dis, putain, non, ça, c'est les prochains qui vont dominer la ville. Et donc, je m'associe avec eux. On signe 4 producteurs. Qui sont Shipper, Camilero, Slow-Mo et le dernier là, comment il s'appelle encore? Qui fait partie de la Sosa Fame. Sosa. Ok, oui. Et voilà, on amène la S. En fait, on devient un peu le hub. Ouais. En fait, c'est ça que je voulais faire. En fait, je voulais créer en fait un hub créatif où tout le monde se voyait. Parce que ce qui était, ça défonçait. Parce que des fois, tu sais, les studios, ils sont dans des caves. Là, en fait, le truc. En plus, c'était bien placé. C'était au-dessus du café. Étage, il y avait un bar en bas. Donc, c'était magnifique, tu vois. T'es en plein centre-ville. C'est là qu'on avait fait la release de la miellerie. Exactement. Ouais. Et donc, moi, je me dis, putain, voilà, voilà, en visionnaire, je me dis, voilà, je veux créer un peu un hub créatif là. Et voilà, on a bossé ensemble pendant 1 an et demi. Okay. Donc, on a fait des placements sur Fresh, sur Lala. Voilà, j'étais au départ aussi de ce qui s'est passé aussi sur le nord de la France, sur les Gapman d'Afliki. J'ai amené Rally aussi. Donc, tu vois, j'ai toujours été, en fait, dans la tendance, quoi. Ouais. Ou même un peu en avance. Et voilà, ça se termine. Ok. Je signe Demna en 2022, juin 2022, je le signe chez Sony. Ok. Je fais un super deal. Parce que là, en plus, tu le signes chez Sony. En management, hein. Ah, donc toi, tu es son manager. Ouais, je suis en management, parce qu'il y a Damso dessus, avec Richie, et donc je le signe, et c'est moi qui fais le business à faire. Ok. Le truc fou, quand même, c'est moi qui négocie le deal. Ok. Donc, avec ces années aussi d'expérience, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je sais négocier au mieux. Bon, après, évidemment, il faut avoir un peu de levier aussi. Tu peux pas demander tout n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est moi qui fait les négociations. Parce que du coup, toi, Demna a fait mauvais payeur avec la fève. Et donc ça, c'est ton levier pour aller négocier chez Sony. Sony, et puis tu as Universal qui se battent. Et puis voilà, Parce que c'est une coed Sony de vie, c'est ça? Sony de vie. Exactement. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Et tu travailles toujours avec lui? Oui. Ok. Et donc, je leur vends une vision, etc. Et après ça, voilà, on va un peu plus loin. Moi, j'ai toujours eu un peu BKR Baby Boy. Ouais. Que j'avais signé. De Lille, c'est ça? Avec Sony. Ouais. Et en fait, en gros, les gens comprenaient pas. Au départ, le partenaire, il comprenait pas. Et donc, on a beaucoup travaillé dans le labo. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'arrête.
et il sort des trucs par lui-même, et en fait, on rebosse ensemble après, Ok. et on sort un morceau qui s'appelle Fuck le Club. Ok. Ouais. Et après ça, en fait, j'arrive à le faire signer chez Warner, Ok. chez Edier. Et on a sorti en septembre une tape très fort inspirée par Party Next Door. Ouais. Et là, en fait, on est sur une lancée où on lance un single par mois. Et donc là, maintenant, en gros, c'est les projets aujourd'hui. Donc là, Current. 2025, Demna, BKR, Baby Boy. Demna qui va sortir une tape, et Baby Boy BKR qui va sortir des singles tous les mois. Ok. Du coup, en fait, tout ça, là, maintenant, c'est ça. Là, je réalise, tu sais, avec tous les sujets, tous les artistes qu'on a parlé, je pense que je vais vraiment commencer à faire une playlist, tu vois, avec une espèce de soundtrack. Ouais. Tiens, tu m'inspires, toi. Tu fais la soundtrack de Black. Merci. Hein, je vais faire la soundtrack de Big Manager. Voilà. On va mettre. Let's go. Et tous les coups de cœur. Mais en tout cas, merci pour cet échange. Merci à toi. Merci, c'était intéressant, inspirant. T'as pu, en plus, ce que j'apprécie, c'est que tu ne t'es pas caché, tu as donné les succès, les moments plus compliqués, et puis surtout, je pense que quelqu'un qui va regarder ça, va pouvoir apprendre, parce qu'on apprend aussi en observant. Et donc, voilà. En tout cas, merci. Après, ce que je demande aux gens, ouais. c'est vas-y, prenez ce que vous avez à apprendre comme des éponges, Ouais. mais aussi faites votre propre expérience. Oui, ça c'est important. Faites des contre-vérifications, enfin, tu vois. C'est ton expérience. Voilà, ça c'est mon expérience. Ton expérience avec mes infos me permet de trouver potentiellement une nouvelle solution. C'est tu ça. vois. C'est Et ça. moi, C'est ça que je demande aussi aux auditeurs ou aux spectateurs, de aussi faire ce travail-là. Ça, c'est important. De due diligence, de se dire, ok, ah putain, et de croiser aussi. Ah putain, si je me rappelle, il a parlé de ça comme ça, comme Ouais. ça, comme ça. Et voilà. Parce que regarde, toi et moi, on a des divergences, mais après, si on recoupe avec une info qu'un autre invité donne, tu sais, après, et l'intelligence et l'expérience du spectateur se fait sa propre expérience, et puis voilà. En tout cas, Dimitri, merci à toi. Merci. Et, prime time, à bientôt. Hein. Let's go. Merci d'avoir regardé cet épisode. Merci à Slice pour ce magnifique studio. Merci toujours aux invités, merci aux commentaires, merci à ceux qui propagent l'épisode. Abonnez-vous, toujours, vous connaissez bigmanager.podcast sur toutes les plateformes. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Comme je le dis, Big Manager, c'est pour vous, par vous, ensemble.